Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Héloïse. Bonjour Flavie, comment vas-tu? Mais ça va bien et toi? Bah oui, écoute, c'est l'automne, hein, ça se sent, mais bon, fait avec. Tout à fait. Mais du coup, merci d'être avec nous aujourd'hui, présente pour Avec cette plaisir. interview, ce webinaire, malgré l'énergie qu'on sait qui baisse un peu en automne. Donc, comme vous le savez, si vous avez l'habitude de nous suivre ici sur YouTube, on aime énormément chez Simplicure mettre en avant les praticiens qui utilisent notre plateforme, mais aussi et surtout leur expertise. Et donc aujourd'hui, c'est un vrai plaisir d'être avec le docteur Zahiri pour parler de syndrome des ovaires polykystiques, peut-être un peu démystifier au final ce qu'est que ce syndrome et surtout parler des implications, des différentes causes et aussi des différentes pistes d'amélioration. Donc vraiment, un grand merci d'être aujourd'hui avec nous, Héloïse. Est-ce que peut-être du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu aurais un peu envie de nous parler de toi, de ton parcours et de ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ce sujet? Oui, avec plaisir Flavie. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis ravie du coup d'être en votre présence pour cet enregistrement que j'ai très à cœur d'animer avec Flavie parce que le SOPK, c'est un sujet qui me passionne et qui touche de très nombreuses femmes. Donc, le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, merci Simplecure, merci Flavie pour l'organisation de cette intervention. Et on va parler aujourd'hui d'une approche un petit peu plus fonctionnelle, plus personnalisée par rapport au SOPK. Donc, moi, je suis Héloïse Zahiri et je suis praticienne en médecine fonctionnelle. C'est aussi ce qu'on appelle la médecine intégrative, la micronutrition ou encore la médecine des 5 P. Donc, les P pour prédictive, préventive, personnalisée, participative et de précision. On peut aussi ajouter un 6e P, certains même ajoutent jusqu'à 9. Donc, un 6e pour prouver, parce que c'est vraiment une médecine basée sur les preuves scientifiques, tout comme l'est la médecine conventionnelle, en fait. Et moi, j'aime bien aussi ajouter un P pour positive, parce que c'est vraiment un parcours positif où on co-construit vraiment des protocoles adaptés à chaque personne. Génial. Oui, c'est vraiment une approche peut-être complémentaire à ce qu'on peut trouver habituellement. Et aujourd'hui, du coup, tu vas nous parler de cette approche d'intégration au niveau du SOPK. Est-ce que du coup, tu peux peut-être nous réexpliquer, nous redéfinir ce qu'est le SOPK? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais ça reste peut-être quand même quelque chose d'assez vague pour certaines personnes. Oui, tout à fait. Donc, le SOPK, qu'est-ce que c'est? Donc, on va peut-être faire d'abord un petit peu d'histoire et de sémantique. Alors, SOPK ou PCOS en anglais, donc ça veut dire syndrome des ovaires polykystiques, ça a été décrit pour la première fois en 1935 par les docteurs Stein et Leventhal. Ah oui, alors ça, je vous en parle après du coup. Qui étaient deux gynécologues américains, d'où l'autre nom aussi que vous pourrez voir, c'est le syndrome de Stein et Leventhal. Ils ont observé en fait chez leurs patientes une combinaison de plusieurs symptômes, des troubles du cycle, une infertilité, des signes d'hyperandrogénie, donc trop de testostérone, on verra un petit peu après ce que ça engendre. Et au niveau chirurgical, il y avait des ovaires augmentés de volume avec de nombreux follicules immatures. Donc à l'époque, ils n'avaient pas vraiment les moyens histologiques de savoir que c'était en fait des follicules en croissance, donc ils ont appelé ça les ovaires polykystiques. Mais il n'y a pas du tout de kyste, donc c'est une erreur de langage. C'est bien des follicules qu'on observe qui sont bloqués en phase pré-ovulatoire et qui n'ont jamais atteint maturité ni ovulé. En fait, ils ont tous fait la course à l'ovulation en trop grand nombre et ils ont tous perdu. Donc, finalement, on devrait appeler ça le syndrome des ovaires poly ou multifolliculaires, le SOMF, même si c'est moins facile à dire que le SOPK, on a tellement l'habitude, mais le nom est resté. Donc, maintenant, à mon avis, ça ne changera pas. Et deuxième point fondamental, le SOPK, ce n'est pas uniquement une maladie des ovaires. Les ovaires, c'est vraiment l'organe par lequel le déséquilibre va s'exprimer, mais c'est un peu des victimes. Ce syndrome-là, on l'appelle syndrome justement parce qu'il y a une combinaison de symptômes. Le mot syndrome, ça veut dire ça. Donc, c'est multifactoriel. Il y a une forte composante métabolique, une composante aussi inflammatoire. Et ça touche vraiment l'organisme au-delà des ovaires, au-delà du système reproductif. Et c'est même, mais c'est quand même le thème qu'on retient souvent lorsqu'on parle de SOPK. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est une grande cause d'infertilité et c'est même la première cause d'infertilité anovulatoire, c'est-à-dire une infertilité liée à une absence d'ovulation. Parce qu'il peut y avoir plein de causes d'infertilité, mais là, vraiment, le SOPK, c'est vraiment la première cause d'infertilité anovulatoire. Ça concerne énormément de femmes aujourd'hui, selon les études, 10 voire 20% des femmes, dont la plupart ne seraient pas diagnostiquées d'ailleurs.
Mmh. Et donc souvent, elles ont recours à la procréation médicalement assistée, alors que avant ça, on a quand même beaucoup d'outils pour les aider. Bien sûr, la PMA, on n'est pas contre, et quand il faut y aller, eh ben, on peut y aller. Mais même avec la PMA, on peut accompagner les femmes pour qu'elles le vivent le mieux possible. Et moi, je trouve un petit peu dommage qu'on force un corps abîmé, inflammé, à concevoir un enfant qui va grandir dans un utérus avec un environnement peut-être plein de perturbateurs endocriniens, avec plein d'inflammations, etc. Qu'est-ce qui va en être en fait de la santé de cet enfant? Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas toute cette prise en charge vraiment intégrative en amont, que ce soit en vue d'une PMA ou pas d'ailleurs. OK. Ouais, très clair. Merci du coup d'avoir un peu peut-être démystifié, et remis l'église au milieu du village parce qu'effectivement du coup, syndrome des ovaires polykystiques, c'est un terme peut-être qui n'est pas, le plus adapté. Mais merci de cette petite part d'histoire. Est-ce que du coup, il y a des signes cliniques qu'on va pouvoir, observer et qui sont peut-être indicateurs de ce syndrome? Oui, alors déjà, j'ai parlé peut-être des critères diagnostiques, donc les critères qu'on utilise aujourd'hui. Donc, il y a deux grandes classifications. Celle qu'on utilise quand même le plus souvent, c'est les critères de Rotterdam. Et il nous faut deux critères parmi les trois que je vais vous lister. Donc, une oligo, une anovulation, une hyperandrogénie, donc qu'elle soit clinique, donc qu'elle se manifeste par les signes qu'on va voir juste après, ou qu'elle soit biologique, donc révélée par un bilan, et des ovaires polykystiques à l'échographie. Donc, en général, on dit qu'il faut plus de 12 follicules par ovaire ou un volume augmenté de plus de 10 millilitres. Et il y a d'autres critères de l'IPCOS Society qui sont un petit peu plus stricts. Eux, ils veulent une hyperandrogénie et une oligoanovulation ou échographie évocatrice. Alors, il y a un petit souci, entre guillemets. La problématique avec ces classifications, c'est que beaucoup de femmes sont diagnostiquées SOPK sans hyperandrogénie réelle et d'autres passent à côté du diagnostic parce que elles prennent la pilule ou qu'elles n'ont pas de signe échographique. Mais en fait, elles ont une hyperandrogénie et puis finalement, elles vivent un SOPK comme les autres femmes qui répondent aux critères diagnostiques. Autre élément aussi qui est important de rappeler, le SOPK, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, il faut avoir au préalable éliminé les autres causes d'anovulation, d'hyperandrogénie. Le principal diagnostic différentiel, c'est l'hyperplasie congénitale des surrénales, mais on peut aussi penser à l'hyperprolactinémie, les dysthyroïdies, le syndrome de Cushing, qui peut limiter aussi le tableau clinique, les tumeurs sécrétantes et aussi des médicaments, en fait. Et alors, pour les signes cliniques, Flavie, tu en parlais. Oui. Donc, le SOPK, c'est vraiment un syndrome d'expression variable. Mmh. Et c'est ça qui le rend assez complexe au final, parce qu'il ne se manifeste pas de la même façon chez toutes les femmes. Donc, certaines vont avoir quasiment tous les signes, et même au premier coup d'œil dans la rue, on va dire, ah ben là, elle a un SOPK. Et d'autres, ça va être vraiment plus subtil, et il peut y avoir aussi un retard de diagnostic par rapport à ça. Donc, les manifestations les plus fréquentes, ça va être premièrement des troubles du cycle et de l'ovulation. Ça peut être des cycles longs. Donc, les cycles longs, c'est plus de 35 jours. Des cycles irréguliers, une anovulation. Ça peut se manifester aussi par l'absence ou la raréfaction de glaire cervicale. Donc, ça, c'est pas propice à l'évolution des spermatozoïdes. Un syndrome prémenstruel qui va être vraiment très important. Et ce sont parfois les premiers signes qui amènent la patiente à consulter, et notamment dans le cadre d'un projet de bébé. Ensuite, il y a des signes d'hyperandrogénie qui sont assez connus en général. Donc, il peut y avoir de l'acné, l'acné qui persiste, donc souvent, typiquement, c'est au menton, à la mâchoire, mais aussi dans le dos. Une pilosité excessive, qu'on appelle aussi hirsutisme dans le langage médical, donc sur les zones génitales, le visage, mais aussi le thorax. Et elles peuvent aussi avoir de l'alopécie androgénique, donc une perte de cheveux typiquement en raie qui s'élargit. Il y a également la peau grasse, donc l'hyperséborrhée, etc. Des troubles métaboliques peuvent être observés, donc avec une prise de poids, surtout au niveau de la ceinture abdominale, donc c'est ce qu'on appelle la morphologie en pomme, difficulté à perdre du poids, des fringales, la fatigue chronique, etc. Et puis, évidemment, tout ça, ça a un retentissement neuropsychique. Alors, pas seulement le fait d'avoir ces symptômes et le fait d'avoir un manque de fertilité, mais également des troubles hormonaux. Ça va vraiment induire des problèmes de l'ordre neuropsychique tels que irritabilité, anxiété, troubles de concentration, hypersensibilité au stress, dépression aussi. Et parfois, ça, c'est négligé alors que c'est quand même très important à prendre en charge. Oui, oui. Et il y a beaucoup de complications aussi qu'il faut avoir en tête. C'est pas seulement un trouble de fertilité, le SOPK, il peut évoluer vers des pathologies chroniques. Alors, sur le plan métabolique, le diabète de type 2, avec un risque multiplié par 4 à 8. Le syndrome métabolique avec dyslipidémie, hypertension artérielle, etc. La stéatose hépatique non alcoolique, qu'on appelait avant le NASH.
Sur le plan reproductif, on a dit infertilité, anovulation, etc. Mais quand il y a grossesse, il y a aussi encore des risques. C'est pas tout gagné. Il peut y avoir plus de risques de fausse couche, de diabète gestationnel, de prééclampsie, d'accouchement prématuré. D'où vraiment l'intérêt d'avoir une prise en charge globale avant. C'est pas parce qu'on a réussi à avoir une grossesse que waouh, tout est gagné, on a rempli la mission. Non, il faut quand même préparer le terrain. Et sur le plan hormonal et gynécologique, du fait d'un déséquilibre hormonal, on va avoir une hyperplasie de l'endomètre et un risque de cancer endométrial multiplié par 2 à 6, notamment chez les femmes qui ont un déficit en progestérone. Sur le plan psychologique, eh bien, tout ce que j'ai dit avant, les symptômes, ben, ça peut également être des complications avec dépression, anxiété, parfois un isolement social. Alors, la plupart du temps, les femmes sont un petit peu frustrées, désemparées des solutions qu'on va leur proposer parce qu'on leur dit, bah, écoutez, vous avez un SOPK, bah, je vais vous prescrire la pilule, comme ça va aller mieux. Mais en fait, la pilule, elle masque les symptômes sans questionner le pourquoi, sans traiter les causes. Pourquoi les ovaires ne répondent plus correctement? Pourquoi il n'y a pas d'ovulation? Pourquoi l'organisme produit plus d'androgènes? Et au niveau physiopathologique, les causes sont tellement complexes et en fait pas encore tout à fait connues et élucidées de façon définitive que c'est difficile à prendre en charge et finalement les médecins et les gynécologues peuvent pas faire ça avec une consultation de 15 minutes, c'est vraiment impossible. Oui. On se rend compte effectivement de tout l'impact que ça a, comme on disait au début, au-delà de vraiment la sphère uniquement hormonale et l'importance effectivement du coup d'avoir une prise en charge qui va être intégrative. Justement, quelle va être peut-être l'approche fonctionnelle que tu vas proposer dans un premier temps? Oui. Alors, dans cette approche, on va vraiment essayer de chercher les causes. Et je dis pas la cause parce qu'il y en a plusieurs et qui sont intriquées, qui sont entremêlées. Mais on va chercher les causes principales. Et dans mon accompagnement, je cherche vraiment à cibler ce qui est le plus ce qui est le plus pourvoyeur du SOPK chez la personne, et vraiment d'axer les efforts là-dessus en priorité pour tout de suite avoir une amélioration. Que ce soit au niveau des symptômes et également sur le ressenti de la personne. Bien sûr, on va travailler tout l'ensemble, mais j'aime bien vraiment chercher ce qui bloque le plus. Alors, peut-être qu'on peut rappeler aussi tout ce qui est justement pourvoyeur de SOPK et comment on va pouvoir agir dessus. Donc, les hormones plutôt, ça commence au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et ce qu'on va observer, c'est une augmentation de la sécrétion pulsatile de GnRH. On va avoir du coup des pics de LH plus fréquents et plus amples, et donc plus d'androgènes qui sont sécrétés par les cellules de la TEC au niveau de l'ovaire. Donc, ces androgènes, cette testostérone vont recruter plus de follicules, mais finalement, il n'y aura pas de maturation d'un follicule dominant. Et à la fin, on n'aura pas de pic de LH et donc pas d'ovulation. Et il y aura également un rapport LH sur FSH qui va être augmenté, du coup, une diminution relative de la FSH. Donc, encore une fois, pas de maturation d'un follicule dominant. L'activité de l'aromatase aussi qui va être perturbée, une diminution des œstrogènes et une augmentation des androgènes. Et donc, tout ça va concourir au fait qu'il n'y aura pas d'ovulation. Et c'est un vrai cercle vicieux. Parce que s'il n'y a pas d'ovulation, tout l'équilibre hormonal est perturbé et on réenchaîne sur un cycle, entre guillemets, ou un pseudo-cycle, ou une absence de cycle. Donc ça, c'est vraiment le premier axe, ça se passe tout là-haut. Et puis, encore tout là-haut, on a aussi une hyperprolactinémie. Donc la prolactine, elle peut être modérément élevée, souvent dans un contexte de stress d'ailleurs, ou de dérégulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est vraiment pas spécifique du SOPK, mais elle peut bloquer la sécrétion pulsatile de GnRH et donc perturber ce ratio LH-FSH. Et donc, ça va encore altérer l'ovulation. Donc là, on aura plusieurs objectifs qui vont être de réduire le stress, de normaliser les sécrétions de GnRH et de favoriser une ovulation cyclique. Ok. Est-ce que du coup, dans cette approche, il y a peut-être des bilans qui vont être à conseiller pour objectiver en fait ce déséquilibre? Oui, oui, tout à fait. Alors évidemment, la prolactine, ça peut se doser. On peut également doser le rapport LH-FSH. Donc tout ça, ça se fait en règle générale à des moments particuliers du cycle. Oui. Et puis là, comme on est sur la prolactine, je vais en profiter pour parler aussi de quel complément on pourrait, quel complément on peut envisager dans ce cadre-là. Du coup, il y a le Griffonia. Le Griffonia simplifie à chaque fois, il y a un problème.
Sifolia, voilà, Bravo. qui va être précurseur de la sérotonine, parce qu'il est riche en 5-hydroxytryptophane. Et la sérotonine module l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Du coup, ça va favoriser la sécrétion de dopamine, qui est un antagoniste physiologique un peu de la prolactine. Donc ça peut être une première option. Attention à quand on utilise de la phyto, il y a quand même beaucoup de contre-indications, donc il faut faire très attention et être bien formé. Alors, chez Simplicure, vous pourrez retrouver Griffonia Équilibre Premium de Microéquilibre, Griffonia L5-HTP de CopMed ou encore le Griffonia de TerraScience, pour ne citer que cela, mais il y en a vraiment beaucoup. On a aussi la plante qui s'appelle Rhodiol, donc Rhodiola rosea, qui est un adaptogène de stress qui va moduler aussi le système limbique. Ça permet de réguler la réponse au stress aigu, mais aussi chronique, et moduler les récepteurs au cortisol. Donc, ça va préserver les neuromédiateurs et il va également y avoir un freinage un petit peu de la prolactine. On trouvera par exemple de la rhodiole chez Nutrilogix, Dinveo, Solgar, TerraScience. Ensuite, vous avez une plante qui est très connue aussi, qui est l'ashwagandha. Alors, en latin, Britannia somnifera. C'est un adaptogène et un neuroimmunomodulateur qui va également agir sur l'axe hypothalamo-hypophysaire en favorisant une meilleure régulation du cortisol. Elle soutient également la fonction thyroïdienne et elle est neuroprotectrice, elle réduit l'anxiété, etc. On en entend quand même beaucoup parler de cette plante. On va la trouver aussi chez CopMed, par exemple, TerraScience ou aussi Nutrilogix. Alors, faites attention pour les plantes. Il faut vraiment avoir des extraits titrés. Donc là, dans le cadre de l'ashwagandha, on fera attention que ce soit une forme KSM 66 et qu'il soit titré en butanolide. Parce qu'une plante, c'est quelque chose de vivant. Donc, selon le sol sur lequel elle va pousser, selon l'altitude, selon l'hygrométrie, voilà, la richesse du sol, etc., elle n'aura pas la même composition chimique que la même plante, peut-être même issue de la même souche, mais qui aura poussé ailleurs. Et donc, c'est pas le tout de dire oui, on prend de l'ashwagandha. Il faut que le laboratoire ait fait l'effort de titrer pour savoir exactement combien, quel pourcentage, etc. il y a de composés actifs effectivement dans cette plante. Tout à fait. Et puis, pour finir sur cette prolactine, le gâtillier, le Vitex agnus castus, un nom un petit peu rigolo, qui est une des rares plantes, du coup, à avoir une action directe sur l'hypophyse antérieure et qui va augmenter la stimulation des récepteurs dopaminergiques. Et elle va inhiber aussi la sécrétion de prolactine. Donc, on va pouvoir avoir une reprise de sécrétion de GnRH, de FSH, de LH, etc., qui va potentiellement pouvoir restaurer l'ovulation. Là, on en trouve aussi chez différents laboratoires comme chez TerraScience. Génial. Est-ce qu'il y a peut-être des synergies de ces plantes qui seraient intéressantes à mettre en place? Alors oui, tout à fait, mais là, encore une fois, on va vraiment adapter au terrain, adapter à chaque personne, selon les déséquilibres qu'on aura retrouvés, selon aussi la réponse, et puis selon ce qu'elle préfère. Peut-être qu'une personne, ça va pas du tout lui plaire de prendre des extraits de plantes ou de faire, voilà, parfois il y a des petits mélanges à faire, etc. Peut-être qu'elle préférera les avoir en gélule. Donc, vraiment, on s'adapte selon le mode de vie, selon ce qu'elle préfère, mais en premier lieu, selon les déséquilibres qu'on aura identifiés. Oui, tout à fait. Génial. On a parlé du coup des marqueurs qu'on peut observer dans la prise de sang pour objectiver ce déséquilibre. On a parlé des pistes et des plantes qu'on va pouvoir mettre en place. Est-ce que tu penses à un autre, du coup, une autre cause possible du SOPK? Oui, alors, cause androgénie. Donc, androgène, ça veut dire homme. Donc là, c'est trop de sécrétion de testostérone notamment. Donc, dans le SOPK, une grande partie des symptômes, évidemment, sont liés à une élévation anormale de la testostérone libre. Et c'est souvent combiné à une baisse de la SHBG. Donc, la SHBG, ça veut dire Sex Hormone Binding Globulin. Donc, c'est une globuline, une grosse protéine qui transporte des hormones sexuelles. Et cette SHBG, elle a une affinité très importante pour la testostérone, un petit peu moins pour les autres hormones. Du coup, si elle baisse, on a moins de globuline qui transporte la testostérone, donc il y a moins de testostérone liée, donc il y a plus de testostérone libre dans le sang. Et du coup, il y a plus de symptômes liés à une hyperandrogénie. Okay. Alors, du coup, on va avoir plus de stimulation des ovaires, une stimulation aussi surrénalienne, etc. Enfin, ça, c'est les causes, pardon. Et on peut avoir aussi cette baisse de SHBG qui va être causée par l'hyperinsulinémie, l'inflammation, l'hypothyroïdie et parfois même aussi des déficits en micronutriments. On se rend compte que du coup, c'est assez vite un cercle vicieux qui peut se mettre en place
au Ah oui, niveau. mais tout est lié et tout est cercle vicieux de tout. Alors, c'est vraiment super compliqué. C'est ça. D'où, enfin, je trouve que c'est important de taper sur le clou, la personnalisation, l'individualisation, la prise en charge et pas prendre les Mmh. conseils ici qu'on va donner comme acquis et tout mettre en place pour tout le monde. Exactement, exactement. Bah, moi, quand je reçois un message, que ce soit pour une perte de poids ou pour régulariser des cycles, bonjour, quel conseil vous pouvez me donner ou est-ce que je peux prendre tel complément? Eh ben, ça dépend. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ben voilà, il faut prendre en charge toute la personne, avoir fait des questionnaires. Chez moi, les questionnaires ils prennent un petit peu de temps. Et puis ensuite, quand je vois la personne en consultation, j'insiste un petit peu plus pour savoir bah, l'historique, la prise d'éventuels médicaments, des choses dans l'enfance, etc. Et puis le bilan biologique va être aussi très important. Ouais. Donc là, justement, dans le cas d'une hyperandrogénie, Mmh. on va avoir des bilans qui vont être intéressants pour doser la testostérone totale, mais aussi la testostérone libre, Oui. parce que c'est ça qui va faire les symptômes. Donc, on dose aussi la SHBG et on peut doser l'androstenedione et la DHEAS. Parfois, on peut être amené à doser la 17-hydroxyprogestérone pour exclure un bloc enzymatique surrénalien. Alors, ces dosages-là, ils se font évidemment à distance d'une prise hormonale. Donc, si à la pilule, on ne peut pas les faire parce que ça ne nous dira rien du tout. Donc, normalement, il faut arrêter la pilule pendant 3 mois pour les faire. C'est pas toujours plaisant pour les femmes, mais quand elles sont motivées, qu'elles ont vraiment un objectif derrière, d'améliorer leur santé, de perdre du poids ou de concevoir un bébé, eh ben c'est tout, elles le font. Là, du coup, on peut poser les choses plus calmement et avoir des dosages qui reflètent vraiment leur état. OK. Ouais, très clair. Ensuite, comment est-ce que du coup tu vas pouvoir proposer d'agir sur cette, hyperandrogénie? Oui, alors il y a plein de choses à faire. Les objectifs, ça va être de réduire du coup la production d'androgènes, que ce soit par les ovaires et les surrénales, favoriser leur conversion vers d'autres hormones, potentiellement, hein, les oestrogènes, la progestérone, inhiber la 5-alpha réductase. Alors cette enzyme-là, la 5-alpha réductase, c'est une enzyme qui transforme la testostérone en DHT, la dihydrotestostérone. Et la DHT, elle est encore pire, entre guillemets, elle est encore plus active, plus androgénique que la testostérone. Et on va essayer aussi d'améliorer la captation de cette testostérone par la SHBG. Donc, OK. au niveau nutritionnel, on aura évidemment plein de choses à faire. On verra peut-être quelques aspects tout à l'heure. Et au niveau micronutritionnel et phyto, on a encore des outils. Ça peut être l'orthyracine, le zinc, racine de réglisse qui va moduler les androgènes et augmenter la SHBG. Des plantes encore adaptogènes qu'on a déjà citées, ashwagandha, rhodiol, qui vont permettre de réduire la DHEAS et de diminuer le stress, également de diminuer la prolactine. Et ensuite, il faudra également agir sur l'axe métabolique avec l'insuline, qu'on verra après. On peut aussi citer réglisse, houblon, etc. Il y a des synergies aussi. Par exemple, cutanate de Copmed, Pocène de Équilibriste, qui peuvent être intéressantes. Mais encore une fois, les synergies, c'est sympathique si l'ensemble des plantes, ça peut correspondre à la personne. Et parfois, disons que la composition fait que on aimerait bien quand même rajouter un peu plus de ceci ou un peu plus de cela. On va dire c'est sympa, mais peut-être qu'il faudra quand même ajouter des plantes en unitaire et selon certaines phases du cycle aussi, pourquoi pas. Mmh. Très clair, super, merci. Hem, Au niveau de la progestérone, qui est souvent en déficit, qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer aussi? Alors la progestérone, oui, c'est vrai que c'est important d'en parler parce que Oui. quand l'ovulation est absente ou de mauvaise qualité, il n'y a pas de corps jaune. Donc le corps jaune, en fait, c'est le follicule qui a ovulé, donc qui a libéré son ovocyte, qui potentiellement sera fécondé. Ce follicule, pardon, va se transformer en corps jaune et va sécréter de la progestérone dans le but de maintenir l'endomètre pour le temps qu'il y ait fécondation et que l'embryon s'implante, et bien cet endomètre reste en bon état. Et par contre, s'il n'y a pas de petit embryon qui arrive, là, le corps jaune, ensuite, il ne fait plus son travail, il arrête de fonctionner, il n'est pas pris en relais par la grossesse, donc c'est là qu'apparaissent les règles. Donc, quand il n'y a pas d'ovulation, donc elle est de mauvaise qualité. Du coup, on n'a pas vraiment de corps jaune. On n'a pas de sécrétion suffisante de progestérone. Donc, on a une phase lutéale qui va être raccourcie, une instabilité de l'endomètre avec parfois des spottings ou des règles très, très abondantes, une anovulation, une dysovulation, des troubles thyroïdiens aussi, ça, il faut y penser parce que la progestérone, elle stimule aussi les désiodases. Et les désiodases, ce sont des enzymes qui vont convertir la T4, qui est sécrétée par la thyroïde,
donc T4 qui est majoritairement inactive, en T3 qui est active. Donc la thyroïde sécrète 2 hormones, la T4 et la T3, mais très 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 peu de T3. Et en fait, la majorité de T3 qui est active, la T4, on va dire c'est une hormone de réserve. La majorité de T3 de notre organisme, elle vient de la conversion périphérique, donc c'est-à-dire pas dans la thyroïde, mais dans nos tissus, notamment dans le foie, etc., par des enzymes qui sont des désiodases. Et les désiodases, elles sont un petit peu capricieuses. Il y a plein de choses qui les activent, mais surtout plein de choses qui les inhibent. Et on a notamment besoin de progestérone pour les activer. Donc, on comprend encore une fois que il va y avoir un cercle vicieux qui va se mettre en place, puisque si on a moins de progestérone, on va faire moins de T3, et on verra après que l'hypothyroïdie, c'est aussi un facteur de SOPK et d'infertilité. La progestérone, c'est aussi calmant, anti-inflammatoire, neuroprotecteur. Du coup, on peut avoir plus d'anxiété, d'insomnie, etc. OK. Est-ce que du coup, là aussi, j'imagine, tu vas me répondre oui, mais il y a des leviers au niveau micronutrition qui vont nous aider à optimiser cette sécrétion de progestérone? Oui, tout à fait. Alors là, ça va être encore sympathique au niveau des plantes. Donc Oui. le gâtillier, on l'aime bien. La chémie, c'est un soutien progestatif. Elle a aussi un effet sédatif doux. Elle est anti-inflammatoire, décongestionnante pelvienne. Elle améliore aussi la qualité de la phase lutéale. Donc elle est très intéressante en cas de spotting, par exemple, de douleurs de règles, etc. Vous en avez chez TerraScience. Et en synergie, on a Progest Boost de Nutrilogix. Voilà. Et dans certains cas, alors là, c'est vraiment à voir avec le gynécologue qui prend en charge la patiente. On peut avoir recours à de la progestérone bioidentique. Oui. Ça, c'est vraiment, encore une fois, un traitement symptomatique et de support, mais qui peut vraiment bien aider. Donc, nous, l'idée, ça va être de conjuguer tous les outils qu'on a et de faire aussi par rapport au traitement allopathique, entre guillemets, qu'a la personne. OK, très clair. On a parlé de progestérone. Est-ce qu'on peut aussi un peu parler, d'œstrogène? Comment est-ce Oui. que ça se passe, au niveau SOPK de manière générale? Oui, alors, quand on fait un dosage, ce qu'on peut retrouver, c'est des œstrogènes quand même relativement dans les normes, mais on va avoir un défaut de modulation cyclique. Les œstrogènes, ils vont un peu rester bloqués à un niveau moyen, sans montée franche, et donc si ça ne monte pas, il n'y aura pas non plus de déclenchement de l'ovulation. Du coup, ça peut quand même limiter une hypoœstrogénie. Il va y avoir une glaire cervicale immature, peu abondante, une muqueuse utérine fine qui va être mal préparée à l'implantation, parce que c'est ça aussi. Parfois, il y a la fécondation. Enfin, il y a une ovulation, il y a une fécondation, et puis finalement, la muqueuse utérine n'est pas du tout accueillante pour l'embryon, et puis ça finit en fausse couche très très précoce. Alors, ça passe souvent inaperçu parce que finalement, la personne pense que ce sont des règles. Elle peut aussi avoir des cycles longs, irréguliers, même carrément absents. Voilà, donc c'est vraiment un panel de profils et un panel de profils, que ce soit au niveau des symptômes, mais aussi au niveau de la biologie. C'est vraiment les tableaux cliniques. En fait, il n'y a pas deux femmes qui ont le même tableau clinique. C'est ça qui est très Oui. intéressant, très compliqué, mais aussi très intéressant. Super. Est-ce que du coup, là aussi, tu vas avoir peut-être des pistes d'action pour cette, fonction, œstrogénique? Oui, alors encore une fois, il y a pas mal de plantes qui peuvent aider. Au niveau des micronutriments, de toute façon, il faudra forcément aller chercher s'il y a des carences, peut-être aider aussi la conversion de testostérone en œstrogène et en synergie contre beaucoup de troubles hormonaux. J'aime bien SOPK-NAT de COPMED qui vont agir sur l'hyperandrogénie, l'insulinorésistance et aussi la stimulation des voies de détox des perturbateurs endocriniens, dont on parlera aussi. Le complément qui s'appelle Cycle de Hollis, enfin je prononce le H à l'anglaise, je ne sais pas pourquoi, de Hollis, et Cyclando de Équilibriste aussi, qui peuvent être sympathiques selon, encore une fois, chaque personne. Génial, super. On a parlé du coup d'hyperandrogénie, de prolactinémie, d'œstrogène, de progestérone. Tu as fait du coup un peu tout l'aspect au niveau hormonal, mais on disait aussi dès le début qu'en fait le SOPK, c'est pas que une problématique hormonale. Est-ce que du coup, tu peux un peu nous parler des autres axes qui vont être à considérer? Oui, alors je vais quand même rester dans les hormones, désolée, mais ça va être des hormones qui vont moins parler, puisque quand on parle d'hormones, on pense vraiment très souvent aux hormones sexuelles, donc testostérone, etc. Et là, je vais vous parler d'une autre hormone, donc l'insuline, qui n'est pas du tout une hormone sexuelle, mais qui est sécrétée par le pancréas. Donc, pour les personnes, pour le grand public, l'insuline, c'est vraiment l'hormone qui va permettre de réguler la glycémie et de diminuer, du coup, le taux de sucre dans le sang. Donc, elle permet de faire rentrer le sucre dans les cellules. Donc ça, c'est dans un organisme en équilibre.
Donc, Mmh. parfois, les cellules vont résister à cette clé qu'est l'insuline pour différentes raisons, hein. On n'a vraiment pas le temps de les évoquer ici, mais il y a vraiment énormément de raisons qui font que on va développer l'insulinorésistance. Et donc, le pancréas va devoir sécréter de plus en plus d'insuline et il va y avoir une hyperinsulinémie chronique. Donc, cette insulinorésistance et cette hyperinsulinémie, ça va favoriser l'entrée du glucose dans certaines cellules hépatiques et adipeuses, d'où encore le surpoids. Ça va bloquer la lipolyse, donc la combustion des graisses, et favoriser la lipogénèse, donc le stockage, et notamment dans le foie. Donc, ça peut évoluer vers une stéatose hépatique. Mmh. Du coup, on pourrait avoir aussi une hypertriglycéridémie, une hyperproduction de VLDL, de LDL qui sont riches en triglycérides, augmentation aussi du stress oxydant qui va oxyder ces LDL et c'est ça qui est le facteur hétérogène en fait. On stocke plus, on brûle moins, voilà, c'est encore un cercle vicieux dans le SOPK. Résistance à l'insuline, plus de tissu adipeux, plus d'inflammation, plus de résistance à l'insuline, etc. Et de fait, les facteurs de risque cardiovasculaire qui augmentent aussi. Et alors, l'insuline au niveau hormonal, pour revenir quand même à nos hormones sexuelles, elle stimule les cellules de la latex interne au niveau des follicules. Et ces cellules-là, elles sont spécialisées dans la fabrication des androgènes, donc testostérone, androstendium. L'insuline, elle va aussi amplifier l'action de la LH, donc ça va bloquer la maturation folliculaire. Et plus il y a d'androgènes, plus les follicules restent bloqués et moins il y a d'ovulation. Et au niveau hépatique, l'insuline diminue la SHBG, vous vous rappelez, la globuline, qui va transporter les hormones, notamment la testostérone. Donc, si j'ai moins de SHBG, j'ai plus de testostérone libre. Et voilà, il y a encore plus de symptômes de l'hyperandrogénie. Au niveau vraiment systémique aussi, il y a un cross-talking biochimique. Je vous ai pas mis le dessin parce que voilà, ça vient du DUMAPS. Il faut quand même avoir un petit peu de connaissances pour comprendre, mais il y a vraiment des mécanismes de signalisation intriqués entre l'insulinorésistance et l'inflammation. Et donc, plus on a d'hyperinsulinémie, plus on a d'inflammation et les deux, en fait, communiquent tout le temps. Ensuite, au niveau neuropsychologique, une altération de la neurotransmission et de la plasticité synaptique avec des troubles cognitifs, de mémoire, etc. Bon, certains appellent d'ailleurs la maladie d'Alzheimer le diabète de type 3. Dysrégulation de l'appétit, syndrome métabolique, obésité, qui vont encore amplifier l'insulinorésistance. Au niveau cérébral, un hypométabolisme avec une diminution de l'entrée du glucose dans les neurones, puis une augmentation du risque du coup de maladies neurodégénératives, etc. Donc plus, encore une fois, le cercle vicieux, plus d'insuline, plus d'androgène, moins d'ovulation, plus d'insuline, plus de graisse, plus d'inflammation, plus de résistance à l'insuline, etc. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être des symptômes assez précis qui peuvent nous évoquer sur le plan clinique ce déséquilibre et ce cercle vicieux? Oui, alors déjà quand on observe la personne, s'il y a une obésité abdominale, c'est pas lié à 100%, mais on peut quand même suspecter une insulinorésistance. Ensuite, quand on questionne la personne, est-ce qu'elle a des fringales sucrées? Parce que oui, dans le SOPK, on peut avoir une insulinorésistance alors que la femme est toute mince. Voilà, c'est le SOPK et l'obésité, c'est pas deux choses forcément intriquées. D'où encore la complexité de l'affaire. Donc, elle peut avoir des fringales sucrées, des coups de fatigue après le repas, une prise de poids donc au niveau abdominal, on l'a dit, ou une difficulté à perdre du poids alors qu'elle fait beaucoup d'efforts, une fatigue chronique, des troubles de l'humeur. Donc j'ai dit ça peut concerner aussi les femmes minces. Et puis dans leur comportement alimentaire, on va chercher s'il y a une alimentation à index glycémique élevé, des grignotages, etc. Carence en magnésium, en chrome, en zinc, en oméga 3, une dysbiose intestinale, une hyperperméabilité intestinale, ce qu'on appelle le leaky gut, c'est-à-dire un intestin passoire, une dysfonction mitochondriale, avec du coup une moins bonne combustion du glucose par les mitochondries, entre guillemets, hein, je fais des raccourcis, et encore des perturbateurs endocriniens qui peuvent être impliqués. Ok. Est-ce que ici, tu as aussi des marqueurs spécifiques que tu vas demander dans des biologies pour observer ce terrain insulino-glucidique? Oui, alors forcément, ce que le médecin prescrit, en règle générale, ça va être la glycémie à jeun. Alors c'est déjà très bien, sauf que la glycémie à jeun, elle va être longtemps normale. Et en Oui. fait, elle peut être normale au prix d'une hyperinsulinémie chronique. Donc, si on a une insulinorésistance, il va falloir fournir un effort supplémentaire avec une sécrétion beaucoup plus importante d'insuline pour maintenir cette glycémie à jeun normale. Et au final, quand on va avoir la glycémie à jeun qui va dépasser les valeurs labo, eh bien, c'est pas qu'il sera trop tard parce qu'on peut toujours agir. Mais c'est dommage parce que peut-être que ça faisait 10 ans qu'on aurait pu le voir arriver en justement dosant l'insulinémie à jeun. Donc ça, c'est très important. On dose l'insulinémie à jeun.
avec la glycémie à jeun. Et ces deux marqueurs-là, qui sont d'ailleurs remboursés, ça va permettre de calculer des index. Donc, on a l'indice OMA. Donc, ça, c'est vraiment un indice d'insulinorésistance. En général, au-dessus de 2,4, voire 2,3, c'est évocateur d'une résistance à l'insuline. Et l'index QUICkie, qui lui est un marqueur d'insulinosensibilité et qui est un petit peu plus précoce que le OMA. Donc, plus on le veut le plus bas possible, par contre. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin avec l'hémoglobine glyquée, l'HbA1c. Donc, c'est la glycation, donc c'est la fixation, entre guillemets, de sucre sur l'hémoglobine. Il faut savoir que, en fait, quand on a une glycémie élevée, eh bien, on se caramélise. Le diabète, c'est une caramélisation de nos tissus. Donc, le sucre vient se coller partout et ça va altérer toutes nos fonctions. Et ce qu'on arrive à doser, entre autres, il n'y a pas que l'hémoglobine, mais du coup, c'est l'hémoglobine qui va être glyquée. Et ça, c'est un petit peu une photo de l'équilibre glycémique qu'il y a eu sur les derniers 2 à 3 mois. Une valeur qui va être supérieure à 5,3%, déjà, on va peut-être suspecter une insulinorésistance. Ok. Ensuite, pour évaluer plutôt la cinétique du métabolisme insulinoglycidique, on pourra avoir recours à une HGPO, une hyperglycémie provoquée par voie orale. Donc là, on reste 2 heures au laboratoire. Parfois, mais ça se fait moins souvent, on peut doser le peptide C, vraiment quand on est plus dans une situation un petit peu plus avancée, pour refléter ce qui reste encore comme sécrétion endogène d'insuline. Voilà, donc ça, c'est pour vraiment avoir une idée de l'activité encore du pancréas. Et D'accord. puis, il y a des marqueurs indirects. Donc, c'est pas pour déceler l'insulinorésistance, mais c'est pour avoir une petite idée des indices indirects du dérèglement insulinoglycidique. Donc, les triglycérides, qui sont souvent élevés en cas d'hyperinsulinémie. D'ailleurs, c'est pas c'est pas le cholestérol qui est si mauvais, c'est le sucre. Et le HDL cholestérol, lui, il va être trop bas. Il va diminuer lorsqu'on va avoir une insulinorésistance. Donc, c'est pas des marqueurs diagnostiques, mais ça nous met un petit peu la puce à l'oreille et puis ça permet aussi de montrer noir sur blanc aux patients parce que les patients, ils aiment bien les chiffres, de leur dire, vous voyez, là, les triglycérides, le cholestérol, ça leur parle. Ça parle à tout le monde. Donc, on dit, attention, là, pour votre cœur, c'est pas bon et ça, c'est à cause du sucre. Donc, c'est un petit levier aussi, de compliance, on va dire, et d'avoir des chiffres comme ça visuellement devant les yeux, ça les aide à se rendre compte des dégâts, en fait, que leur mode de vie fait sur leur organisme. Ok, super. Si du coup on a fait cette analyse très complète, on se rend compte qu'il y a une insulinorésistance, comment est-ce qu'on va pouvoir agir dessus? Parce que tu le sais très bien, rien n'est irréversible, donc Oui. on prend les choses à bras le corps. Tout à fait. Alors, on va dire il y a 5 grands piliers vraiment pour l'insulinorésistance et puis de toute façon pour la santé. Donc l'alimentation, vraiment numéro 1, on va vraiment revoir toute l'assiette, la composition des repas, le timing des repas, les proportions, la qualité aussi des aliments. L'activité physique, le muscle brûle du sucre, même au repos. Donc, plus on a une masse musculaire, plus on va brûler du sucre au repos. Donc, ça va être intéressant aussi. Et en plus, il y aura une activité anti-inflammatoire, etc. Donc, vraiment, bouger. Et on va avoir aussi d'autres outils en micronutrition qui vont bien nous aider par rapport à une insulinorésistance. Donc, certains micronutriments, de la phytothérapie, etc. Et la gestion du stress, ça va être également intéressant. Donc, pour les micronutriments, on peut parler du magnésium. Le magnésium, c'est un cofacteur de l'insuline. Donc, il va réduire la résistance à l'insuline et il permet également de réduire l'inflammation et le stress oxydant. Il y a plein de magnésium chez plein de labos différents, avec plein de formes différentes. Alors, moi, je vous dirais d'éviter l'oxyde de magnésium. C'est le moins biodisponible et c'est le plus pourvoyeur d'effets indésirables. C'est le moins cher aussi, donc c'est ce que vous trouvez sous l'appellation magnésium marin. Mais vraiment, il faut éviter parce que vous n'allez pas le prendre longtemps, vous allez avoir des diarrhées, etc. Et en plus, il ne sera pas vraiment absorbé. Donc, l'idéal, c'est plutôt les formes bisglycinate, glycérophosphate, citrate, acétyltaurinate. Donc, on va trouver, par exemple, de l'acétyltaurinate, c'est assez rare d'ailleurs d'en trouver, dans le magnésium sublingual de Copmed. Après, vous pouvez prendre du magnésium en poudre, par exemple de chez NutriPure, qui va être sous forme glycérophosphate, citrate, bisglycinate. Celui-là, sans cofacteur. Ensuite, vous en avez aussi chez Nutrilogix citrate malate, chez TerraScience, avec toutes les formes que j'ai citées qui sont intéressantes, et le complexe magnésium 3+ premium de microéquilibre également. Et puis, vous avez des magnésiums, des magnésiums tout seuls dans les compléments, mais aussi avec des cofacteurs, comme la taurine, la vitamine B6, etc., qui sont intéressants. Comme autre micronutriment, on a le zinc qui va pouvoir réguler aussi les niveaux d'insuline, la réponse à l'insuline. Donc, on le prend sous forme bisglycinate. Et là, c'est pareil, vous avez chez Nutrilogix, chez TerraScience, etc.
Le chrome, c'est intéressant parce qu'il va permettre de sensibiliser davantage les récepteurs à l'insuline. C'est encore un cofacteur qui favorise l'entrée du glucose sous forme picolinate chez Solgar, chez Metagenix, chez TerraScience. Ensuite, la vitamine D. Non, la vitamine D, elle est importante partout. Là, je la cite seulement là, mais c'est une hormone extraordinaire. Elle est anti-inflammatoire, elle améliore l'insulinorésistance, elle permet d'avoir une action sur la SHBG, etc. Mon mémoire pour le DUMAPS, c'était l'optimisation de l'ovulation par la vitamine D chez les femmes atteintes de SOPK. Et en fait, j'ai fait une revue de littérature et donc là, tout ce que je vous dis là, j'ai essayé de trouver si la vitamine D pouvait agir à chaque petit point que j'ai noté. Et j'ai trouvé énormément d'études. Donc, elle agit quasiment partout. Il faut rappeler quand même que les normes labo, c'est pas les valeurs santé. Donc, on va plutôt viser 60 nanogrammes par millilitre dans le dosage plasmatique que 30. Voilà. Souvent, quand vous êtes à 30, on dit, ah, c'est bon, vous n'êtes pas carencé. Certes, on ne parle pas de carence, mais c'est pas du tout une valeur optimale santé, notamment pour la lutte contre l'inflammation. Oui. Et puis, pour finir avec les micronutriments, mais pour finir ici, mais on a d'autres, il faut parler des oméga 3, DHA, EPA. Pourquoi? Parce que les acides gras, ils sont structurels des membranes cellulaires, qui sont une bicouche phospholipidique. Et les oméga 3, ce sont des acides gras très, très, très souples. Et donc, les membranes dans lesquelles sont enchâssés les petits récepteurs, quand une hormone arrive sur un récepteur, eh bien, le récepteur, il va changer de configuration tridimensionnelle pour ensuite aller faire tous ces messages intracellulaires. Et si votre membrane, elle est super rigide parce qu'elle est blindée d'acides gras saturés, d'acides gras trans, le petit récepteur, il peut plus faire son travail. Donc, si on a plus d'oméga 3, on va avoir une fluidité membranaire plus sympathique et qui va être intéressante du coup pour l'activité des récepteurs. Et en plus, les oméga 3 ont une activité anti-inflammatoire extrêmement intéressante. Donc pareil, les oméga 3, il y en a partout. Il faut vraiment faire attention aux labels, notamment le label EPAX. Et puis, il faut demander l'index TOTOX. Parce que les oméga 3, c'est issu de la mer, des poissons. Et la mer, malheureusement, aujourd'hui, est dans un état catastrophique, pleine de métaux lourds et pleine de choses qu'on n'aimerait pas. Mais c'est comme ça. Et donc, il faut absolument que le laboratoire ait un index TOTOX qui soit le plus bas possible. Vous en trouvez chez Norsan, chez TerraScience, chez Nutrilogix, chez Copmed, il y en a un vraiment très concentré. Et attention, gardez-le bien au réfrigérateur pour éviter son oxydation. Voilà pour les micronutriments. Et en phytothérapie, je te laisse, vas-y. Non, je disais super, super intéressant, effectivement, tous ces micronutriments qui sont déjà une très bonne base. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, c'est des petites béquilles, enfin, il y a parfois même des grosses béquilles, parce qu'il y a parfois des résultats qui sont impressionnants. Mais franchement, l'assiette, c'est la priorité, en fait. On peut mettre tous les compléments du monde chez une personne qui ne change pas son hygiène de vie, elle voit pas trop l'intérêt. Je donnais l'exemple l'autre jour à une patiente. Je disais, si je me prends une flèche dans la jambe, j'aurais beau faire un bandage, je vais toujours saigner, je vais toujours avoir mal, même si je serre très fort le bandage. Donc, faut quand même enlever la flèche, quoi. Et donc, au niveau phytothérapie, par rapport à l'insulinorésistance, le myo-inositol, qui, je pense, est l'un des plus connus chez les femmes qui ont un SOPK, qui va permettre d'augmenter la sensibilité à l'insuline, de diminuer le ratio LH sur FSH et donc de favoriser l'ovulation. C'est très étudié dans ce cadre-là. Et c'est efficace aussi même chez les femmes qui sont en poids normal. La berbérine, ça a un effet vraiment metformine-like. Donc, ça fonctionne super bien. Attention, on ne la prend pas au long cours. Elle permet de réguler la glycémie, de diminuer le taux de triglycérides, etc. Il paraît que ça va être interdit. Je ne sais pas. Peut-être que ça marche trop bien et que du coup, ça embête Big Pharma. Voilà. La cannelle aussi. Alors, qu'on peut prendre évidemment dans l'alimentation. Je conseille toujours quand on mange des fruits, par exemple, mais qu'on peut prendre aussi en supplémentation. Ça permet vraiment de diminuer la glycémie après un repas. Donc, intéressant. Ensuite, il y a plein de choses. Il y a N-acétylcystéine, maïtake, etc. au niveau des champignons. Et puis, soutenir l'activité mitochondriale aussi, qu'on verra un petit peu après. C'est essentiel. Génial, super. Tu as parlé ici de beaucoup, autant micronutriments que phytothérapie. J'imagine qu'ici aussi, il y a des complexes qui peuvent être intéressants. Oui, alors les laboratoires se sont penchés sur des synergies qui vont agir à plusieurs niveaux d'action par rapport à cette insulinorésistance. Vous avez un complexe qui porte une synergie qui porte un nom rigolo qui s'appelle Balance tes sucres.
de Ah oui. chez Sova. Ensuite, un Suprotect de Copmed, Glycophytol encore de Copmed, Sugarless de TerraScience et vous avez aussi Physiomance SOPK de chez TerraScience aussi. Donc, c'est des compléments bien formulés. Ensuite, ça dépend sur quel axe on préfère travailler. Et tout est à personnaliser, encore une fois, pour obtenir vraiment une transformation de la femme, de son métabolisme et puis de sa santé. Génial, super. Donc, on a parlé là de tout ce qui est insulinorésistance. Quel autre axe est-ce que tu trouves aussi important d'aborder? Alors, l'hypothyroïdie. Déjà, Oui. l'hypothyroïdie, ça concerne énormément de personnes. L'autre jour, j'entendais le docteur Résimon qui disait que, selon lui, 90 à 95% des personnes sont en hypothyroïdie. Alors, je sais pas, franchement, je ne saurais pas dire, mais c'est vrai que c'est sous-estimé. C'est sous-diagnostiqué. On diagnostique pas une hypothyroïdie sur une TSH. Enfin bref, c'est encore une fois, c'est comme le cholestérol, ça me hérisse le poil, mais voilà. Donc, l'hypothyroïdie, même légère, voire subclinique, hein, elle est extrêmement fréquente chez les femmes atteintes de SOPK et c'est aussi un facteur d'infertilité, hein, même sans SOPK. Donc, elle peut aggraver et elle peut entretenir le tableau clinique. C'est pas nécessairement une cause directe, hein, mais elle participe au déséquilibre global. Et pourquoi, du coup, elle est impliquée dans le SOPK? Parce que la fonction thyroïdienne, elle influence presque toutes les sphères qui sont impliquées dans le SOPK. Donc, la fonction ovarienne avec l'ovulation, le métabolisme des glucides, hein, la T3, l'hormone thyroïdienne active, c'est un petit peu l'hormone du métabolisme, donc ça permet de brûler du gras. Hein. Donc forcément, si on a une T3 trop basse ou si on a une mauvaise réponse, eh bien, on va moins brûler de glucose aussi. Elle agit sur le foie avec la métabolisation des hormones et même sur l'humeur, la fatigue, etc., la thermorégulation. Ok, très clair. Est-ce que du coup, tu as des signes cliniques qui sont vraiment révélateurs, indicateurs de cette hypothyroïdie? Oui, alors il y a des signes qui sont parfois banalisés, mais qui sont super intéressants. Moi, je fais toujours un questionnaire concernant les hormones et dedans, enfin, je crois que le questionnaire sur la thyroïde, c'est celui qui comprend le plus d'items parce que les signes sont extrêmement variés, mais ils sont pas spécifiques. On va dire, ah ben c'est pas parce que vous avez ce signe-là que c'est bon, j'ai trouvé, vous avez une hypothyroïdie. C'est un ensemble de facteurs en fait qui vont nous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Donc ça pourrait être une fatigue inexpliquée, mais encore une fois, la fatigue, ça peut être parce que on a des mitochondries, rablabla, parce qu'on a des neuromédiateurs, rablabla, parce que on respire trop d'air pollué, etc. Donc, c'est pas un signe spécifique, mais bon, quand même, on doit y penser. Fatigue dès le matin, une frilosité, les extrémités toujours froides, une prise de poids, de la constipation, hein, puisque la T3, ça intervient aussi pour la motilité digestive, des lourdeurs d'estomac, un reflux gastrique, un gastro-œsophagien, des courbatures, le moral qui baisse, la dépression, le cerveau qui tourne un peu au ralenti, des cycles longs absents, la glaire absente, perte de cheveux diffuse, mais encore une fois, comme ça peut être un signe de SOPK, voilà, c'est pas spécifique de l'hypothyroïdie. Des ongles qui sont cassants, les cheveux secs, les cheveux cassants, la peau sèche, notamment au niveau des coudes, de la crête tibiale, ça c'est connu, au niveau des jambes en fait. Des marbrures sur la peau aussi, la voix rauque, une rigidité dans les articulations, des infections ORL fréquentes, des migraines, donc ça c'est vraiment, on se dit ça n'a rien à voir, mais effectivement il faut y penser. Et puis au niveau biologique, on aura également certains dosages qui vont être intéressants. Ok. Justement, du coup, qu'est-ce que tu vas demander comme marqueur, puisqu'on sait que la TSH, c'est pas toujours suffisant. Est-ce qu'il y a des marqueurs qui vont être révélateurs pour déceler cette hypothyroïdie? Oui, alors déjà le diagnostic il doit être clinique, Oui. mais quand même la TSH c'est intéressant. Surtout quand elle est élevée. Une TSH au-dessus de 2, 2,5, voilà, il faut creuser. L'optimal santé, c'est 1,5. L'autre jour, j'ai entendu de la part d'une patiente qui avait une TSH à 7. De toute façon, mon médecin m'a dit qu'il ne prendrait pas en charge tant qu'elle n'est pas au moins à 10. Et la patiente, elle avait mais quasiment tous les signes que je viens de vous citer, mais elle a un tableau clé, sauf la prise de poids, parce que parfois les patientes sont minces, même avec une hypothyroïdie. Donc, sauf ça, franchement, elle avait tout le reste. Et je me dis, bon, c'est pas grave, on va essayer d'agir entre nous. Et c'est dommage, en fait, de passer à côté alors qu'il y a plein de choses à faire. Donc, la TSH, mais elle peut être normale, hein, attention. La T4 libre, la T3 libre, elle est souvent oubliée. Et si on ne dose que la T4, en fait, on voit l'hormone de réserve. Et on va dire, c'est bien, la thyroïde fonctionne bien, elle sécrète de la T4. Sauf que, est-ce qu'on a bien la conversion périphérique? Est-ce que nos désiodases fonctionnent bien? Parce qu'il leur faut plein de cofacteurs. Et on a aussi des polymorphismes génétiques. Les désiodases, hein, c'est des enzymes, donc c'est codé par des gènes, hein, comme tout dans notre corps. Donc, si on a un polymorphisme génétique, peut-être qu'elle fonctionne moins bien aussi.
Donc la T3 libre, importante à doser. Ensuite, on peut chercher aussi une auto-immunité, donc les anticorps anti-TPO, anti-thyroglobulines aussi. Parfois, mais je le fais moins souvent parce que c'est aussi payant, hein, la reverse T3, donc ou la T3 reverse. C'est en gros une hormone qui va faire un peu l'inverse de la T3 et qui est synthétisée à partir de la T4 par d'autres désiodases. Et ces désiodases-là vont être facilitées, vont être activées par notamment le cortisol, donc en cas de stress. Donc, je voulais dire les normes plutôt santé de la TSH. Et puis, on peut doser plein d'autres cofacteurs, des cofacteurs donc seulement de la synthèse, hein, de la T4 par exemple, mais aussi des cofacteurs de la conversion de la T4 en T3 et de l'activité de la T3. Donc là, il y en a plein. Il faut aussi faire une iodurie des 24 heures. Là, je vous l'ai pas dit juste avant, mais ça, c'est super important. Iodurie des 24 heures. Donc, iodurie des 24 heures, sélénium, zinc, magnésium, fer, molybdène, cuivre, les vitamines du groupe B, la vitamine E, la vitamine A, la vitamine T qui sera aussi très intéressante. Et pourquoi pas aussi un profil des acides gras érythrocytaires pour avoir aussi le statut en oméga 3. Voilà, donc l'hypothyroïdie, c'est super vaste. Hein, dans nos cours, on a plus d'une dizaine d'heures dessus. Et vraiment, ça mérite d'être exploré. Elle est très fréquente, elle est sous-diagnostiquée, elle est aggravante dans le SOPK, elle agit en cascade sur le cycle, le métabolisme des hormones, etc. Et parfois, c'est elle qu'il faut rééquilibrer en premier pour sortir du cercle vicieux. Donc, vraiment, il ne faut pas passer à côté. Ok, génial. Justement, qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer pour retravailler sur cette hypothyroïdie et relancer une fonction correcte? Oui, alors déjà, il faudra savoir pourquoi il y a une hypothyroïdie, donc d'où ça vient. Est-ce que c'est l'axe hypothalamo hypophysaire? Est-ce que c'est la thyroïde? Est-ce que c'est la conversion de la T4 en T3, etc. Donc l'hygiène de vie sera aussi à revoir. Et puis, je vais quand même vous citer quelques compléments qui peuvent être utiles. Attention aussi, on ne stimule pas la thyroïde dans le cadre d'un stress chronique et d'un burn-out. Hein. Ça, c'est vraiment important. On prendra d'abord en charge les surrénales avant, parce que parfois, ça va réguler tout simplement l'activité thyroïdienne. Donc, l'iode. L'iode, évidemment, il entre dans la composition des hormones thyroïdiennes, donc il faut qu'on en ait suffisamment. Et vu les habitudes culinaires aujourd'hui, et puis le fait qu'on n'habite pas près de la mer, on est souvent en carence d'iode. Donc, c'est un cofacteur essentiel pour la synthèse des hormones. Attention aussi à l'excès, hein, parfois ça peut tout dérégler, donc il faut vraiment le doser. On ne se complémente pas à l'aveugle. Vous en avez chez beaucoup de labos, Oronalis, Granion, Ginveo, Copmed, Métagénique, Steracience, etc. Le sélénium. Le sélénium, super intéressant parce que c'est un cofacteur indispensable des enzymes désiodase. Donc, sans sélénium, mes désiodases, elles vont pas pouvoir permettre de transformer ma T4 en T3. Et ça se dose aussi, attention, il faut surtout pas se supplémenter à l'aveugle. Le sélénium, c'est un antioxydant. Et comme tous les antioxydants, il agit comme antioxydant, et en excès, c'est pas bon. Donc vraiment, il faut le doser. Donc vous en avez chez différents laboratoires également. Le zinc va être essentiel à la synthèse au niveau de l'hypothalamus, donc de la TRH, de la TSH. Il facilite aussi la conversion de T4 en T3. Il va être important aussi dans la régulation des récepteurs thyroïdiens. Donc on le dose aussi, attention. Et puis donc je vous avais donné quelques idées de compléments plus haut. Oui. Le fer, évidemment, un bilan martial complet, hein, c'est pas juste le fer qu'il faut doser. Mais là, jamais, on supplémente en fer sans dosage, sans bilan martial complet, hein, pas juste le fer sérique ni la ferritine, vraiment complet. Et le fer, c'est extrêmement pro-oxydant, qu'il soit d'ailleurs en défaut ou en excès. Donc, jamais de supplémentation à l'aveugle. Et là, on va prendre un bisglycinate de fer, hein, pas de sulfate ferreux. Vitamine D, on en a parlé. La tyrosine, hein, les hormones thyroïdiennes, elles comprennent de la tyrosine et de l'iode. Donc, c'est un acide aminé, la tyrosine, qui est précurseur du coup de cette fameuse T4. La vitamine B12, qui va être intéressante aussi dans l'énergie en général, et puis dans les conversions enzymatiques. La vitamine A, qui va faciliter l'expression des récepteurs thyroïdiens, hein, puisque les récepteurs aux hormones thyroïdiennes, ils doivent agir en synergie avec des récepteurs à la vitamine A. Donc, même si on a tout ce qu'il faut, que tout marche bien, si on n'a pas cette vitamine A, comme quand mon hormone thyroïdienne se fixe sur mon récepteur, il appelle le récepteur à la vitamine A. Si je n'ai pas de vitamine A, ça ne marche pas. Donc, c'est quand même dommage parce que c'est quand même facile à régler. L'ashwagandha, on en a parlé, des probiotiques, l'acide alpha-lipoïque qui va être c'est un antioxydant puissant.
tellement puissant d'ailleurs qu'il va aussi être supprimé des compléments alimentaires pour le faire passer en médicament. Voilà, hein, on est bien content. Alors ceci dit, voilà, ça prouve aussi que on fait pas n'importe quoi et qu'on s'appuie vraiment sur des preuves scientifiques. Mais après, quand ça passe du côté de chez Big Pharma, est-ce qu'ils vont prendre la bonne forme? C'est ça aussi, parce que les compléments alimentaires, parfois, ils sont chers, mais parce que les laboratoires, quand on les choisit bien, hein, ils ont à cœur de choisir les bonnes formes. Vous avez des formes R, des formes L, etc. Et ça n'a pas du tout la même action. Donc, les labos pharmaceutiques n'ont pas forcément toujours les mêmes valeurs, entre guillemets. Enfin bref, du coup, voilà, ça va peut-être disparaître de nos laboratoires de compléments alimentaires. C'est comme ça. Oui, c'est encore tout un autre débat et un autre sujet. Mais comme tu dis, c'est un effet rassurant de se dire c'est efficace. Oui. Super, donc on a parlé hormones, on a parlé insuline résistance, on a parlé thyroïde. L'intestin, c'est quand même souvent aussi le centre de pas mal d'éléments et pas mal d'influences aussi. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment est-ce que éventuellement il agit aussi sur le SOPK? Oui, alors on n'y pense pas forcément, non. Surtout en médecine, on va dire allopathique. Mais Hippocrate le disait déjà il y a plusieurs milliers d'années. Toutes les maladies commencent dans l'intestin. Et il avait bien raison, parce qu'aujourd'hui, on comprend. On commence à découvrir et à peine à toucher un peu du doigt toute l'importance de l'intestin et toute l'importance du microbiote. Là, les études, mais elles explosent en ce moment sur le microbiote. Ça devient un peu à la mode, entre guillemets, mais tant mieux que ce soit un phénomène de mode. Et de toute façon, il ne va pas se tarir tout de suite parce que c'est extrêmement complexe. Donc, l'intestin, on regarde presque jamais dans le cadre du SOPK, alors que c'est un maillon vraiment clé de toute cette cascade. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer un peu justement ces cascades et comment est-ce que ça influence le SOPK? Alors, au niveau de l'intestin, qu'est-ce qui se passe? L'absorption des nutriments déjà. Alors déjà, rien que ça, si on a un mauvais intestin, un intestin qui fuit, un intestin abîmé, inflammé, si nos microvillosités, là où se fait l'absorption, elles sont abîmées, eh bien, évidemment, on va pas absorber les nutriments. Alors déjà, il faut avoir un bon contenu alimentaire aussi, mais ce qui va passer dans l'intestin, il va plus être absorbé pour aller dans le sang. Donc, s'il nous manque du fer, s'il nous manque du zinc, enfin, voilà, on pourra, tout le reste qu'on a dit, bah, évidemment, ça va être perturbé. Les hormones thyroïdiennes, enfin, tout. Ensuite, il y a un rôle barrière aussi entre les toxiques qui vont passer dans le bol alimentaire et puis aussi la circulation sanguine. Donc, l'intestin aussi va réguler l'inflammation. Il joue un rôle dans le métabolisme des œstrogènes et aussi des androgènes. Il impacte la synthèse des neuromédiateurs, donc l'humeur. Il module l'immunité. Est-ce que vous savez que notre intestin, notre microbiote, est responsable pour plus de 70% de notre immunité? Donc, vous mettez des antibiotiques. Alors, il en faut, hein, on ne dit pas le contraire. Mais si vous réparez pas derrière, si vous n'avez pas une stratégie ensuite pour avoir un bon microbiote suite à ces antibiotiques, eh ben, en fait, vous flinguez votre immunité et vous êtes encore plus malade. Donc, bien sûr, quand il faut, il faut. On ne va pas à l'encontre de l'avis du médecin, mais il faut avoir une stratégie derrière pour limiter les dégâts. Et ça, c'est trop peu utilisé encore. Enfin bref. L'intestin, il va agir aussi sur la glycémie, la réponse au stress, et il héberge notre fameux microbiote. Alors, on va peut-être parler de l'intestin perméable. Donc, je vous disais, un intestin, c'est pas qu'un tube digestif, c'est vraiment une interface immunitaire majeure. On parle aussi de deuxième cerveau. C'est vraiment une barrière intelligente entre l'intérieur du corps et l'environnement extérieur. Et quand la muqueuse intestinale est altérée, par une alimentation ultra transformée, par trop de sucre, trop de gluten. On a reconnu que la gliadine, du gluten, ça ouvre les jonctions serrées entre les cellules justement de cette barrière intestinale. Le stress, certaines intolérances alimentaires, des médicaments tels que les IPP qui sont trop largement prescrits. Du coup, cette muqueuse, elle va devenir hyper perméable, ce qu'on appelle le leaky gut, donc l'intestin passoire, et des fragments bactériens, puisque dans notre intestin, il y a plein de bactéries. Il y a des petits fragments de bactéries qui vont passer, et même des antigènes alimentaires qui vont passer, et des toxines qui vont passer dans la circulation sanguine. Et donc, on va avoir une véritable réaction inflammatoire, qu'on appelle une réaction inflammatoire de bas grade, une réaction inflammatoire chronique de bas grade. Pourquoi de bas grade? Parce que c'est pas fulgurant avec rougeur, chaleur, etc., les fameux critères de l'inflammation. Mais on peut quand même avoir des stigmates sur un bilan biologique. Cette inflammation, on l'a dit tout à l'heure, il y a un cross-talking biochimique entre l'inflammation et
L'hyperinsulinémie, l'insulinorésistance plutôt. Donc, du coup, perturbation de la sensibilité à l'insuline. On va stimuler aussi l'axe corticotrope avec le stress, déséquilibrer les cycles, favoriser aussi une activation immunitaire puisqu'on a plein de mauvaises choses, entre guillemets, qui passent dans le sang. Le système immunitaire va se mettre en alerte. Qui dit activation trop importante du système immunitaire dit potentiellement maladie auto-immune. Donc, on va encore penser à la thyroïde. Donc, tout ça, ça peut entretenir le SOPK dans le temps. Et donc, nous, on est un hôte pour le microbiote. Donc, pour notre microbiote, notamment intestinal. Donc, le microbiote qui va être déséquilibré, ça va avoir aussi beaucoup de conséquences. Pourquoi? Parce que le microbiote, c'est un ensemble de bactéries qu'on a notamment dans notre intestin. On va parler de microbiote intestinal, mais il y en a partout. Le microbiote, il va, quand il est bien équilibré, tout se passe bien, l'inflammation est régulée, etc. Mais quand il y a, entre guillemets, trop de mauvaises bactéries, je mets des guillemets, eh bien, ces bactéries vont pouvoir sécréter des bêta-glucuronidases. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une enzyme qui va enlever un groupement qu'on avait mis aux oestrogènes pour les détoxifier. Nos oestrogènes, on les fabrique, ils agissent là où il faut agir dans le corps, ils passent dans la circulation sanguine, ils arrivent au foie, le foie dit tiens, on va les éliminer. Et donc, il passe par plusieurs phases de détoxification hépatique. Et puis, donc, il lui met le foie et les enzymes, etc., mettent un groupement pour que ce soit reconnu et que ça passe ensuite dans l'élimination par les déchets. Sauf que si on a une dysbiose, donc un intestin avec un microbiote qui n'est pas équilibré, on peut avoir des enzymes, du coup, qui vont enlever ce petit groupement qui disait, eh oh, ces oestrogènes-là, on les envoie dans les déchets. Et bien, du coup, ces oestrogènes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont repasser dans la circulation sanguine et il va y avoir trop, du coup, d'imprégnation oestrogénique, potentiellement plus aussi de cancers hormonodépendants, et puis une surcharge aussi pour le foie qui va devoir refaire le travail par le biais de ce cycle entérohépatique. Il va devoir recommencer. Le microbiote, ça produit aussi du butyrate. Donc, c'est un acide gras à chaîne courte qui a des effets anti-inflammatoires extraordinaires. Un mauvais microbiote aussi, ça va empêcher une bonne régulation du poids, une bonne régulation de la satiété, ça va favoriser plus de stress oxydant, etc. Donc, dès qu'on a une dysbiose, on a plus d'inflammation, moins de sensibilité à l'insuline, une mauvaise détox hépatique. Et puis, même si on a bien fait tout le reste, eh ben, si on n'a pas pris en charge notre santé intestinale, eh bien, les symptômes peuvent revenir. Et tant qu'on n'aura pas mis le doigt là-dessus sur ce qui ne va pas au niveau du microbiote et au niveau de la barrière intestinale, eh ben, on aura un peu travaillé dans le vide. Ok, oui, on comprend bien effectivement à quel point du coup c'est indispensable de passer aussi par un travail à ce niveau-là. Est-ce que ici aussi tu as des symptômes un peu clés qui sont révélateurs d'un terrain digestif perturbé? Oui, alors déjà, le planning alimentaire va m'en dire beaucoup. Oui. Mais quand on questionne, pareil, il y a des questionnaires que je fais passer en amont, et puis après on interroge un petit peu plus la personne, donc sur des ballonnements postprandiaux notamment. Un transit qui va être pas forcément bien régulé avec de la diarrhée, de la constipation, l'alternance entre les deux, des gaz nauséabonds qu'on appelle des gaz de putréfaction. Ce qu'on nomme aussi de façon vraiment imprécise le syndrome de l'intestin irritable, mais qui englobe vraiment plein de syndromes, en fait, le SIBO, etc. Des infections à répétition, pourquoi la personne est plus souvent malade, des mycoses, des cystites, des intolérances alimentaires, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, tout ça, ça peut être à cause d'un mauvais équilibre intestinal et microbiotique. Et d'ailleurs, même sans symptômes digestifs, on peut avoir une dysbiose silencieuse. Parce que l'intestin, le microbiote, l'inflammation, etc., c'est très, très lié. Et c'est souvent des grands oubliés dans le syndrome des ovaires polykystiques. Forcément, l'insuline, on en entend parler, même les gynécos, voilà, ils le disent. Voilà, d'ailleurs, ils sont un petit peu culpabilisants. C'est à cause de votre poids ou de votre insuline. Mais il n'y a pas que ça. La thyroïde, oui, aussi, on en entend parler. Mais l'intestin, le microbiote, très, très peu. Et trop peu d'ailleurs. Il n'y a pas de bonne santé sans un bon équilibre intestinal. Est-ce que là aussi tu as proposé des tests spécifiques pour valider l'hypothèse d'une dysbiose? Oui, alors évidemment, il y a encore une fois pas mal d'analyses biologiques que l'on peut réaliser. Il y a le LBP, donc lipopolysaccharide binding protein. Donc c'est quoi? C'est encore une fois une protéine qui va transporter quelque chose, un binding protein. Et elle transporte quoi? Elle transporte des lipopolysaccharides. Et les lipopolysaccharides en question, ce sont des fragments de bactéries gram négatifs qui sont en excès, du coup, quand on a une dysbiose. Donc, si on arrive à doser
le LBP dans le sang, c'est qu'on avait trop de lipopolysaccharides, le LPS. Donc, ça veut dire d'une part qu'on a une dysbiose et d'autre part que nos jonctions entre les cellules intestinales, elles sont pas bien. Donc, on a à la fois une hyperperméabilité intestinale et une dysbiose. On peut doser la zonuline aussi, la calprotectine au niveau fécal. On peut faire aussi un profil du microbiote intestinal par séquençage ARN-CSS, etc., donc dans les selles. Dosage des acides gras à chaîne courte, ça c'est intéressant aussi, butyrate, propionate, etc. Et des tests respiratoires. Là, c'est plus dans le cadre d'un SIBO, donc un Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Super accent en anglais, désolée pour vos oreilles. Non, mais je me suis pas forcée aussi. Parce que j'ai peur de faire pire que mieux. Oui. Mais ça, c'est un test plus difficile à réaliser. Le test respiratoire, on le trouve pas facilement. Mais en règle générale, c'est vraiment quand on veut caractériser plus le type de bactéries ou d'archées, parce que c'est pas forcément des bactéries d'ailleurs. Mais les symptomatologies, elles nous orientent vraiment bien déjà. D'où l'intérêt de bien interroger et d'avoir une prise en charge personnalisée. Parce que c'est pas avec des conseils généraux sur Instagram qu'on va s'en sortir. Tout à fait. Là aussi, du coup, dans cette personnalisation, quels sont peut-être les leviers que tu vas pouvoir proposer? Alors, plusieurs axes. On a dit, il faut refermer les jonctions serrées, parce que si on a plus ces jonctions serrées entre les cellules intestinales, comme les membranes, en plus les membranes cellulaires sont assez fluides, les récepteurs, au lieu d'être en haut pour absorber et en bas pour ensuite prendre les nutriments et les mettre dans le sang, et là, ils vont être à n'importe quel endroit de la cellule et on n'aura plus cette polarisation de la cellule intestinale. Donc ça va être très important de bien refermer les jonctions serrées pour établir l'étanchéité sélective de cette barrière, rééquilibrer la flore. J'aime pas ce mot parce que c'est pas des fleurs et c'est pas des végétaux. Rééquilibrer le microbiote. Je sais pas d'où ça vient, la flore intestinale. Et puis, on peut agir sur 5 grands piliers, en gros. On va réduire déjà les agressions. Parce qu'encore une fois, si on remplit un panier percé, si on met un bandage sur une flèche dans la jambe, ça va pas faire grand-chose. Donc, réduire les agressions. On peut éviter, limiter, voire même supprimer. Parfois, ça dépend si la motivation de la personne et puis ça se fait aussi progressivement. Mais déjà, le gluten moderne, ça, c'est catastrophique. Donc, on va essayer de vraiment bien le réduire, voire même le supprimer. Et rien que ça, déjà en quelques jours, les personnes, parfois, un petit message, ça va super mieux, j'ai moins de ballonnement, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Les produits ultra transformés qui sont présents dans, je sais pas, 70-80% de l'étalage des supermarchés, notamment avec tous leurs additifs qui perturbent le microbiote, les émulsifiants, les édulcorants, etc. Édulcorants d'ailleurs qui sont responsables aussi de diabète et d'insulinorésistance. C'est pire que le sucre, soit dit en passant. Ensuite, l'alcool, l'excès de café, les aliments fermenticibles, etc., qui peuvent parfois être pourvoyeurs de plus d'effets indésirables, alors qu'ils sont intéressants pour la santé. Et pendant un petit moment, peut-être il faudra les diminuer le temps qu'on rééquilibre les bactéries. Un excès d'oméga 6 qui est pro-inflammatoire, donc dans le même ordre d'idée, les acides gras saturés, les acides gras trans. Les grignotages aussi, qui empêchent l'action du complexe migrain-moteur. Donc, c'est un gros mot qui veut dire qu'il y a un péristaltisme au niveau intestinal pour faire cheminer les selles. Et ce péristaltisme, il se fait d'autant mieux qu'on est en période de jeûne. Il faut à peu près 4 heures de jeûne pour qu'il agisse bien. Donc, si c'est une personne qui grignote tout le temps, eh bien, du coup, les intestins, ils vont rester un petit peu figés. Si on ajoute en A+, une hypothyroïdie, etc., ça va être encore pire. Et s'il n'y a pas une bonne progression des selles, eh bien, forcément, on va avoir encore plus de prolifération bactérienne. Donc, pour réduire les agressions, du coup, on va aussi favoriser d'autres choses. Donc, favoriser les cuissons douces, la cuisson vapeur, les aliments frais, bio, les pesticides. Ça tue des micro-organismes. Et c'est mauvais aussi pour notre microbiote. Des légumes riches en polyphénol, le jeûne intermittent nocturne aussi, pourquoi pas, qui sera intéressant. Dans un deuxième temps, on va essayer de réparer cette muqueuse. On va donner des bons nutriments qui vont permettre du coup de favoriser la croissance de ces cellules intestinales et le rétablissement des jonctions serrées. Donc, ce qu'on connaît bien, c'est la L-glutamine. C'est un carburant, entre guillemets, des entérocytes, donc des cellules intestinales de l'intestin grêle. Et ça permet aussi de bien régénérer les villosités. Les cellules intestinales, elles n'ont pas une forme ronde, c'est un peu une forme pavimenteuse comme ça. Et puis au bout, il y a plein de villosités pour augmenter la surface d'absorption. Comme ça, si on les étale, vous imaginez, la surface, elle est vraiment très, très importante. Et quand elles sont abîmées, du coup, on absorbe moins bien les nutriments. Donc, la glutamine, vous en trouvez chez Epilife, Dinveo, Metagenix,
New Roots, etc. Le zinc, on en a parlé. Le zinc, il est important dans la multiplication cellulaire. Donc, il va être très intéressant dans la cicatrisation, limiter l'inflammation, etc. La curcumine aussi, qui agit comme un anti-inflammatoire. On peut parfois aussi proposer du gel d'aloe vera, qui va être apaisant, cicatrisant. La vitamine A ou son précurseur bêta-carotène pour justement favoriser la croissance épithéliale, etc. Les oméga 3, encore une fois. Et en synergie, justement, pour cette perméabilité intestinale, j'aime beaucoup Perméa Régule Fort de chez CopMed. Pour moi, c'est l'une des meilleures formulations avec d'excellents résultats. Perméa Active aussi chez Nutrilogix, Perméa Gold et Perméa Plus de chez TerraScience. Voilà, vous avez aussi Perméa Vital de Laboratoire Vital, ou Vitol, je ne sais pas comment on le dit. Voilà, donc ça, c'est pour le deuxième axe. Ensuite, on va penser aussi à réensemencer, entre guillemets, rééquilibrer ce fameux microbiote pour établir une eubiose. Donc, E, c'est l'équilibre, 10, c'est un déséquilibre. Donc, eubiose. Donc, la première étape, ça va être de déloger ce qui n'est pas bien. Donc, on pourra avoir des cures de plantes antimicrobiennes, donc surtout dans le cadre d'un SIBO, l'origan, la cannelle, la berbérine, la lysine, etc. Attention, l'origan, on prend l'huile essentielle, donc c'est pareil, c'est en cure courte, et vraiment sera vigilant sur les symptômes. En plus, quand on va comme ça tuer, entre guillemets, les micro-organismes néfastes, on pourra avoir des réactions importantes puisque le corps va être plein de toxines et plein de fragments bactériens qu'il va falloir éliminer. Donc, en parallèle de ça, on va soutenir le foie et ce qu'on appelle les émonctoires, donc les organes qui vont éliminer. Donc, ça sera le moment aussi, pourquoi pas, d'aller faire un sauna, etc. Donc, de se chouchouter un petit peu. Ensuite, on va nourrir les bonnes souches, entre guillemets, et on va apporter du coup des probiotiques, des probiotiques. Donc, pour replanter, si on fait le parallèle avec ce qu'on disait, la flore, replanter les bonnes choses, Lactobacillus rhamnosus, des bifidobacterium, Saccharomyces boulardii, etc. Le laboratoire un petit peu pionnier en la matière de probiotiques, c'est Pilège, mais vous en avez aussi chez Supersmart, plein de labos font aujourd'hui des probiotiques. Alors, attention à la souche et attention aussi à la posologie, en milliards du FC, d'unités formant colonie. Hein, c'est pas avec 5 millions qu'on va s'en sortir. On pourra aussi agir sur l'axe intestin-cerveau, le stress qui va altérer aussi les sécrétions digestives, ralentir la motilité et donc augmenter la perméabilité intestinale. Et puis, je l'ai dit, soutenir les fonctions d'élimination. Donc, ça va être très important. Du coup, pour cet axe sur l'intestin. Super, merci. Là aussi, on se rend compte effectivement de tout un travail qui est bien nécessaire et à adapter, comme on le disait, à chaque personne. Oui, ça ne se fait pas en une seule consultation. C'est vraiment progressif. Déjà, il faut comprendre les déséquilibres et c'est un travail pas de longue haleine, parce que finalement, on ne va pas mettre 3 ans non plus, mais c'est un travail collaboratif pour aboutir vraiment à une réelle transformation à la fin. Trop bien. Est-ce que tu vois encore un autre axe qui va être important? Bah oui, on le voit ici, stress oxydant et mitochondrie, qui joue aussi du coup sur le SOPK. Oui, alors là, comme vous voyez, le stress oxydant, donc peut-être vous dire en 2 mots ce que c'est que le stress oxydant. Donc, dès que vous avez le mot stress, c'est un déséquilibre. Le stress oxydant, c'est un déséquilibre entre les radicaux libres, donc ça peut être des espèces réactives de l'oxygène et des espèces réactives de l'azote. En anglais, on les appelle les ROS, encore l'anglais, Reactive Oxygen Species. Non, je vais pas faire, je vais prendre des cours, ça va pas du tout. Donc, ça peut être par ou ERO, espèces réactives de l'oxygène, on va rester sur du français. Ça arrive par l'extérieur, par les radiations, par la pollution, etc., mais aussi de l'intérieur de notre corps, notamment lors de la fabrication d'énergie, puisqu'il y a des déchets qui vont être produits, et notamment au niveau des mitochondries. Donc, si on n'a pas des bonnes mitochondries, eh bien, on va avoir plus de fabrication de ces fameuses espèces réactives de l'oxygène. Et donc, le stress oxydant, c'est un déséquilibre justement donc, entre ces radicaux libres et les systèmes antioxydants qui sont censés les neutraliser. Quand ces espèces réactives sont trop nombreuses ou si les défenses sont trop faibles, ça va créer des dégâts cellulaires. C'est des petites bombes, en fait. C'est vraiment, il faut voir comme des petites bombes. Alors, il en faut aussi, encore une fois, tout est une question d'équilibre. Il en faut, par exemple, pour lutter contre des virus et des bactéries. On envoie des petites bombes ou des petites grenades. D'accord? Mais si on en a trop, là, on va s'abîmer soi-même. On va oxyder nos membranes cellulaires. On va faire des dommages à l'ADN, donc potentiellement des mutations, des dommages à nos protéines, des dommages aussi aux lipides. Je parlais de l'oxydation du LDL cholestérol. C'est l'oxydation du LDL cholestérol qui est hétérogène et pas le LDL
tout seul. Voilà, ça aussi, ça me hérisse le poil. La perturbation aussi des récepteurs hormonaux, le vieillissement accéléré, etc. Et dans le SOPK, ce stress oxydant, il est quasiment tout le temps présent. Et donc, pour reparler des mitochondries, donc ce sont plein d'organites dans nos cellules. Donc, des organites, c'est des petites machines, des petites usines dans nos cellules. On en a plusieurs centaines à plusieurs milliers par cellule, selon le type de cellule. Et ces mitochondries, elles sont spécialisées dans la fabrication d'ATP, enfin pas que d'ailleurs, elles font beaucoup de choses. Elles participent aussi d'ailleurs à la stéroïdogénèse, donc le cholestérol qui rentre dans la mitochondrie. Ensuite, ça fait la prégnénolone qui est la mère de toutes les hormones, testostérone, oestrogène, progestérone, etc. Et donc, pour en revenir à l'énergie, si on a des mitochondries altérées, on va avoir plus d'inflammation chronique, plus d'insulinorésistance, etc. Ça pourra se voir en cas de carence en cofacteurs qui interviennent dans la chaîne de respiration mitochondriale ou aussi en cas d'intoxication aux métaux lourds ou aux xénobiotiques. L'inflammation chronique va entretenir tout ça, l'insulinorésistance aussi, évidemment. Donc, si les mitochondries sont moins efficaces, elles produisent plus de radicaux libres. Et elles produisent moins aussi d'énergie. Et sans énergie, difficulté pour avoir une bonne ovulation. Pareil, on revient encore sur la sensibilité à l'insuline, le foie qui va moins bien détoxifier, etc. On pourrait avoir aussi un brouillard mental. Enfin bref, alors c'est plus, comment dire, c'est plus difficile à déceler, mais ça sera important à prendre en charge. Ok. Est-ce que justement, pour déceler ce terrain, il y a quand même peut-être des signes au niveau symptômes et cliniques ou des tests qui sont possibles à faire au niveau fonctionnel? Oui, alors justement, je disais, c'est pas toujours visible dans les bilans, mais on peut poser des questions comme de la fatigue inexpliquée, de l'intolérance à l'effort, des douleurs musculaires diffuses, articulaires, des signes d'inflammation persistante sans qu'on ait vraiment trouvé de cause claire, une mauvaise récupération, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs. Donc, encore une fois, c'est pas vraiment spécifique, mais on peut y penser dans ce cadre-là. Ok. Ok, super. Est-ce que là aussi, au niveau test, il y a des marqueurs spécifiques à demander? Oui, et ça va être intéressant, même si encore une fois, ce n'est pas remboursé, mais il faut pas supplémenter à l'aveugle avec des antioxydants, c'est jouer avec le feu. Donc, ça va être quand même important d'avoir plusieurs dosages. Donc, on peut doser le glutathion réduit et le rapport glutathion réduit sur glutathion oxydé, le coenzyme Q10, lactate, pyruvate, le malondialdéhyde, qui est un marqueur de peroxydation lipidique, 8-OHDG, donc 8-hydroxyde 2-désoxyguanosine, qui est un métabolite en fait de dommage à l'ADN. Pourquoi? Parce que la guanine, c'est un acide aminé, mince, je cherche mon mot, un acide nucléique qui est plus facilement oxydé, et du coup, on peut le doser dans les urines. Ok. Les anticorps anti-LDL oxydés, dont on a parlé. Et puis, on peut doser aussi nos fameuses enzymes antioxydantes, enfin les enzymes vraiment qui vont prendre en charge ces déchets pour les recycler en autre chose. Donc, la superoxyde dismutase, la glutathion peroxydase, etc. Et qui dit enzyme, dit cofacteur. Il y a des cofacteurs qui vont permettre d'activer ces enzymes ou qui rentrent même dans leur configuration. Le magnésium, le zinc, le sélénium, le cuivre, le manganèse, etc. Donc, tout ça, évidemment, ça va être intéressant à regarder pour aller voir là où ça pêche, là où on peut éventuellement supplémenter et où on peut aussi axer sur l'hygiène de vie. Ok, super. Est-ce que tu as peut-être certains compléments, avant qu'on passe du coup à l'hygiène de vie qui est aussi très importante, mais certains compléments que tu aurais envie de recommander spécifiquement pour les mitochondries? Alors, jamais à l'aveugle, encore une fois. Mais d'abord, on va travailler sur la limitation des sources de stress oxydant. Donc, que ce soit le stress psychologique, qui est énormément fourvoyeur de stress oxydant. La pollution, le tabagisme, vraiment, voilà, des facteurs environnementaux qu'on peut limiter. Et puis, on va essayer d'augmenter les capacités antioxydantes de l'organisme par l'assiette, en priorité. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes et de fruits, mais d'abord les légumes bio, avec la peau, de saison, locaux, parce que si ça vient du bout du monde, ça a été mis sous CO2 pour arriver chez nous. Enfin, bon, il n'y a plus grand-chose. Donc, vraiment, on essaie de privilégier une consommation raisonnée, réfléchie. Quoi d'autre? Après, pour les compléments, ça pourrait être du coenzyme Q10, tout ce dont on a parlé, d'acide alpha-lipoïque, parfois d'acétyl-L-carnitine. Le magnésium, ça intervient tellement partout que c'est incontournable. Et pour le coup, on ne dose pas le magnésium parce qu'il n'y a pas de bon reflet au niveau biologique de notre magnésium, de notre pool de magnésium qui est vraiment actif. Donc, c'est vraiment les signes cliniques qui vont nous orienter.
Vitamine C, vitamine E, PQQ, glutathion, enfin, voilà, c'est vraiment varié. Mais là, je vous en, depuis le début, je vous en ai peut-être cité, enfin, je sais pas, 20, 50, je sais pas, je n'ai pas compté. Mais évidemment, on ne va pas complémenter la personne avec 50 compléments. Alors déjà, ça n'aurait pas d'effet escompté. Et puis attention, enfin, ça peut être dangereux. Et puis pour son portefeuille, ça va être compliqué. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de personnaliser Oui, au maximum la prise en charge, hein, et vraiment d'aller agir là où ça va être le plus bénéfique pour elle. c'est ça, clairement, tout à fait. Trop bien. Et tu parlais quand même de l'hygiène de vie, et peut-être qu'au final, c'est aussi la priorité numéro une. Qu'est-ce que tu as envie de proposer de manière générale lorsque tu es face à quelqu'un qui est diagnostiqué SOPK au niveau hygiène de vie? Oui, alors plein de choses. Plein de choses, plein de choses. Donc, on a parlé, hein, comme on l'a dit, de métabolisme, hormones, etc. Mais l'hygiène de vie, c'est une chose assez silencieuse et qui est pourtant présente partout. C'est pas seulement un régime, c'est pas seulement perdre du poids, mais là, on va vraiment parler au terrain de la personne, même les émotions d'ailleurs. Donc, dans le SOPK, c'est souvent un facteur aggravant qui est négligé et en fait, il peut changer beaucoup de choses. Alors déjà, la nutrition. Ça, c'est vraiment mon premier pied dans la médecine intégrative, c'était la nutrithérapie. J'ai découvert un monde extraordinaire. Je savais pas que c'était aussi compliqué, mais du coup, c'est vraiment le cœur de ma pratique et on peut pas passer à côté, quoi. Oui. Donc, au niveau de SOPK, alors j'aime pas parler de régime, on fait pas un régime, j'aime pas ce mot parce qu'il y a une idée de restriction. Et en fait, il n'existe pas de régime, il n'y a que des modes de vie déséquilibrés. La façon de manger, quand on va dire régime anti-inflammatoire, etc., pour moi, c'est pas un régime, c'est l'alimentation normale. Oui. C'est la société qui est devenue complètement folle et en fait qui mange n'importe comment. Peut-être eux, ils ont un régime pro-obésogène, pro-inflammatoire, pro-diabétogène et tout ça. Quand tu manges normalement, c'est pas un régime. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on met des mots sur des Oui. choses qu'on va dire, bah, c'est différent, ou elle fait ça, ou elle fait ci, alors qu'en fait, non, c'est juste normal par rapport à notre métabolisme et notre physiologie. Donc, on va essayer déjà d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Comment on va faire? Bah, une alimentation à index glycémique bas, donc on apprend aussi à repérer ce qui va, pour un même aliment donné, augmenter ou diminuer son index glycémique, des protéines de qualité, du bon gras, des fibres, éviter le grignotage, les sucres rapides, les sodas, des édulcorants, avoir un apport suffisant en magnésium, zinc, chrome, vitamine D, etc. Le jeûne intermittent nocturne, si on peut le faire. Ensuite, apaiser l'inflammation. Donc là, je vais plus parler de diète, entre guillemets, de type méditerranéenne, qui a vraiment fait ses preuves, notamment dans les maladies cardiovasculaires, tellement voilà, c'est une diète intéressante au niveau anti-inflammatoire. Donc, plus de végétaux colorés, de la cuisson douce, hein, on ne crame pas ces aliments. Moins de viande rouge aussi, d'aliments frits, catastrophe, barbecue, catastrophe plus, moins d'aliments ultra transformés, d'acides gras trans, etc. Restaurer le bios, hein, on en a parlé, Oui. les prébiotiques, les probiotiques, mais aussi les aliments fermentés. Faire son kéfir maison, c'est tout simple et c'est tellement. Ah là, il est à côté. Et j'aime bien voir les petites bulles et tout ça. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose quand même de réjouissant dans le fait de faire soi-même. En plus, ça prend vraiment pas de temps et les enfants adorent faire ça. C'est pas compliqué. Il y a quelque chose quand même de réjouissant aussi quand on passe quand on réfléchit à son hygiène de vie et qu'on fabrique des choses soi-même, que ce soit pour faire des produits d'entretien ou même cuisiner, bah, c'est quand même hyper gratifiant, je trouve. Soutenir les neurotransmetteurs, donc le petit déjeuner, c'est protéiné et gras. Hein. Des bons œufs brouillés, bah, j'ai fait une story hier, on se préparait les œufs brouillés de toute la famille. C'est très important d'avoir des protéines le matin. Le petit déj à la française, croissant, jus d'orange, catastrophe. Catastrophe monumentale, mais monumentale. On pourrait faire juste une intervention sur le petit déjeuner. Oui. Donc, ça, très important. Apporter aussi tous les cofacteurs de toutes les réactions voilà, qui pêcheront un petit peu, entre guillemets, dans le profil de la personne. On va éviter les régimes extrêmes ou culpabilisants. Les régimes hypocaloriques à l'extrême, ça va pas du tout. En plus, ça va mettre l'organisme en état de stress et ça va faire pire que mieux. Les jeunes qui vont peut-être être mal adaptés et attention aussi aux produits healthy ou même sans gluten là, mais qui en fait résultent de l'industrie agroalimentaire et qui sont ultra transformés. Donc attention à ça. Donc ça c'était pour le levier nutritionnel. Oui. Ensuite la gestion du stress. Le stress chronique c'est un vrai poison hormonal. Donc tous les humains vivent des situations de stress, c'est essentiel à la survie hein, d'ailleurs.
Mais c'est la répétition, l'absence de récupération qui va être perçue comme dangereux et qui va être un grand saboteur, en fait, notamment au niveau du SOPK. Notamment par le biais de la sécrétion de cortisol, ça va inhiber la GnRH, donc pas de FSH, pas de follicules matures, augmenter la DHEA, augmenter les androgènes au niveau surrénalien, aggraver la résistance à l'insuline, l'inflammation, épuiser les neurotransmetteurs, etc. Et on a plein d'outils pour avoir un apaisement de ce stress, que ce soit la cohérence cardiaque, mais aussi le magnésium, les plantes adaptogènes, un accompagnement psycho-émotionnel qui peut être important dans certains cas, et le sommeil. Le sommeil, ça, c'est super intéressant. Et du coup, j'en viens à ce sommeil. Oui. Donc, on est fait quand même pour dormir la nuit. Hein, ça, c'est comme ça. C'est génétiquement programmé. Et puis, de toute façon, l'électricité, c'est tout récent dans l'histoire de l'humanité. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait quand il faisait noir il y a 10 000 ans? On dormait. Hein. Donc, on est prévu pour ça. Mais aujourd'hui, on se couche trop tard, on est exposé à la lumière bleue, hein, les écrans, etc. On saute le petit-déj, on grignote, on n'a plus aucune routine biologique. Du coup, on dérègle complètement la bonne chronobiologie, notamment nos neurotransmetteurs et nos hormones, donc le cortisol notamment. On perturbe la sécrétion d'insuline, on fait chuter la mélatonine alors que c'est extrêmement important pour s'endormir, mais c'est aussi important pour lutter contre l'inflammation. Du coup, ça va aussi perturber nos hormones sexuelles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On se lève à heure fixe, on s'expose à la lumière naturelle dès le matin. Alors, en ce moment, c'est un petit peu délicat. On a beau ouvrir les volets, on voit pas trop la lumière naturelle. Et du coup, on peut, pourquoi pas, mettre une lampe de luminothérapie dès le matin. On évite les écrans 1 heure, voire 2 heures avant de se coucher. On dîne tôt, léger, végétarien le soir, etc. Et puis, il y a une autre chose sur laquelle j'aime beaucoup jouer. C'est les perturbateurs endocriniens. Donc, ces fameux perturbateurs endocriniens, donc comme leur nom l'indique, ce sont des substances chimiques. Alors, parfois aussi, je dis chimiques, mais parce qu'on pense aux toxiques, mais les perturbateurs endocriniens, ça peut être aussi des plantes, contenus dans les plantes. Mais dans ce cas-là, ça ne va pas du tout avoir la même action. Mais au niveau de ces perturbateurs endocriniens, ça va mimer ou ça va bloquer nos hormones naturelles. Donc, ça va déréguler l'équilibre hormonal. Et ils sont partout, dans les plastiques, dans les cosmétiques, dans les pesticides, dans les métaux lourds. Enfin, pas dans les métaux lourds, mais les métaux lourds sont des perturbateurs endocriniens. Les impacts, ils sont énormes. Hein. Ça diminue la SHBG, ça augmente les oestrogènes environnementaux, l'inflammation, ça diminue notre fonction mitochondriale et aussi la fonction thyroïdienne. Hein. Je pense notamment au fluor, au brome, etc. C'est pas une cause unique. Hein. Pardon. Parce que parfois, les personnes disent de toute façon, il y en a partout, donc c'est tout, notre corps, il fait avec, et puis on est toujours vivant. Oui, évidemment, parce qu'on a des systèmes. On est quand même bien fait, on a des systèmes pour éliminer tout ça. Sauf qu'on est baigné dedans. Oui. On est baigné aussi dedans, même notre intérieur. Enfin, même, là, j'ai une nappe en plastique, elle est exposée à la lumière, elle relargue des cochonneries. La peinture sur les murs, etc. Donc, dès qu'on va pouvoir agir, un tant soit peu, sur les perturbateurs endocriniens de notre intérieur, mais aussi notre hygiène de vie, qu'on ajoute aussi une bonne alimentation, qu'on favorise les détoxifications des xénobiotiques, des toxiques, qu'on va avoir un meilleur équilibre hormonal, qu'on va réguler son stress, etc. C'est un ensemble. Et c'est un ensemble dans le bon sens, mais il y a aussi l'effet cocktail dans le mauvais sens. Évidemment, c'est pas une seule chose qui va engendrer un SOPK ou qui va perturber une ovulation. C'est vraiment un ensemble de choses. Mais du coup, on va essayer d'agir un petit peu partout, faire du mieux qu'on peut, et puis là, forcément, on aura des résultats. Très clair, super. Merci beaucoup. Alors, on m'a parlé d'énormément de choses. Je pense que j'ai même l'impression que tu aurais fait une liste exhaustive de tout ce qu'on pourrait aborder au niveau SOPK, autant au niveau hygiène de vie, au niveau nutrition, micronutrition, phytothérapie. Il y a une question que j'ai envie de te poser, dont tu as déjà un peu répondu et on a martelé sur ce point, mais quel est au final le rôle du praticien dans l'accompagnement de cette pathologie? Quelle est ta vision, toi, de ta place en tant que thérapeute? Oui, alors mon rôle, ça va être de démêler ce gros sac de nœuds. Hein, comme dirait notre cher professeur Castronovo. Alors ça, c'est un schéma, c'est moi qui l'ai fait, mais là, je l'avais fait spécialement pour vous montrer un petit peu à quel point c'est compliqué. Comme dirait le professeur Castronovo, on n'y comprend rien. Et il faut rester humble. Et toujours chercher. De toute façon, peut-être qu'on va rajouter une petite flèche par-ci, par-là, en fonction aussi des études. On fait en fonction des connaissances qu'on a.
Et puis, c'est pour ça qu'il faut vraiment aller creuser pour chaque personne son histoire de vie, son hygiène de vie. Et là où je vais pouvoir, moi, peut-être dénouer un petit truc, peut-être ça sera ici, peut-être ça sera ici, peut-être elle, ça sera plus ici. Et puis, la patiente suivante, ben, elle, son problème, il sera là. Et puis, celle de demain, ben, ça sera peut-être son stress. Enfin, voilà, c'est un peu une carte, enfin, c'est pas vraiment une carte mentale, mais c'est un schéma qui résume, entre guillemets, ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et c'est tellement compliqué, vous voyez, c'est pas avec juste quelques conseils glanés sur un blog, même si c'est très intéressant et forcément, je peux qu'encourager ce travail. Mais enfin, toute seule, ça me paraît vraiment compliqué d'y arriver parce que, voilà, déjà, c'est scientifique, c'est complexe. Faut savoir comprendre aussi ses propres symptômes, savoir mettre des mots dessus. Puis parfois, il y a des symptômes qu'on a tellement depuis longtemps qu'on n'y pense même plus. Donc voilà, le rôle du praticien, ça va être déjà d'avoir une posture bienveillante. Déjà, j'aime bien commencer par ça parce que j'entends souvent dire bah oui, c'est parce que vous êtes trop grosse ou vous n'avez qu'à arrêter de manger du sucre. Voilà, des choses comme ça qui peuvent être quand même culpabilisantes et qui rajoutent du stress. Donc ça, c'est quand même mauvais. Donc on va être dans l'empathie, la bienveillance. Et puis, on va se faire son propre schéma de la personne qu'on a en face de nous avec tout ce qui la concerne dans son passé, dans les médicaments qu'elle aura pu prendre, etc. Et ça va pas être juste vous devez perdre du poids ou revenez quand vous voudrez un enfant. En attendant, on va prendre la pilule. Faites du sport, mangez mieux et puis c'est tout. Au revoir, madame, à la prochaine fois. Ça, ce type de discours, ça anéantit quand même la motivation. Et ça rate la complexité de ce que vit la patiente. Donc, on essaie il faut vraiment partir de ses symptômes à elle, de regarder son terrain à elle, de l'écouter parler de son énergie, de ses cycles, de son vécu, et on co-construit ensemble une stratégie. On ne fait pas du copier-coller d'un protocole de la voisine, etc. Parce qu'il n'y a pas un SOPK. Il y a des phénotypes différents qui s'installent dans le corps de chaque femme qui est unique. Chaque femme a son métabolisme, ses hormones, ses stress, ses douleurs, ses priorités du moment, etc. Donc, voilà. C'est très, très complet. Et est-ce que, alors, Flavie, j'ai répondu au sujet du jour, donc SOPK, et si ce n'était pas qu'une affaire d'hormones? Mais il me semble que c'était une réponse, comme je disais, très, très détaillée, très complète, avec beaucoup d'aspects pratico-pratiques. Et je pense que ce qu'on va retenir, c'est vraiment, comme tu le disais ici, une démarche bienveillante et humble, et deux, vraiment ce côté individualisation qui va être hyper, hyper importante. Tu parles du coup, effectivement, de la nécessité en fait de se faire accompagner pour avoir une personne extérieure qui est experte là-dedans. Comment est-ce que éventuellement on peut prendre contact avec toi pour être suivi par toi si on a envie de faire cette démarche? Oui, alors merci de me proposer. Donc justement, là, je suis en train de construire un programme d'accompagnement pour aider ces femmes qui sont atteintes du SOPK parce que c'est ce qui leur manque vraiment. Donc pour passer de cycle chaotique à une ovulation lisible. Donc, que ce soit dans un projet de grossesse ou non, mais en général, c'est pour ça. Et donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, sur Instagram, Héloïse.Zahiri. Je vais le noter là, tiens, j'aurais dû. Et puis, sinon, vous avez aussi mon mail. Je le note. Donc, Insta, Héloïse.Zahiri. Et par mail, donc, contact@sopkreset.fr. Donc, voilà. Donc, si vous êtes concerné par le SOPK, n'hésitez pas à me contacter. On verra ensemble si je peux vous accompagner et dans quelle mesure. Et justement, en ce moment, je cherche 10 à 15 femmes pour faire partie de cette première cohorte et puis qu'elles me donnent à chaque fois leur retour pour construire le programme le plus individualisé possible. Super. Et bien, je mets toutes les informations du coup dans la description de cette vidéo, comme ça vous n'avez qu'à cliquer et découvrir effectivement le chouette profil d'Héloïse où tu partages aussi déjà beaucoup de conseils, donc ça vaut vraiment la peine de t'y suivre. Il me reste du coup à te remercier vraiment encore chaleureusement pour tout ce temps, tout le travail de recherche que tu as fait en amont et tous ces partages hyper complets. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Plaisir partagé, en tout cas. Merci beaucoup, Flavie. Et puis, juste un dernier mot. Dites-vous aussi, si vous êtes concerné, que le SOPK, c'est pas une fatalité. Vous avez vu, on a beaucoup de moyens et beaucoup de leviers. Et dites-vous aussi que c'est peut-être une chance d'avoir une hygiène de vie que vous n'auriez peut-être pas eue sans ça et qui vous aurait peut-être occasionné d'autres problématiques plus tard à long terme. Donc, voyez-le comme ça. Et c'est une chance de reprendre ma vie en main et d'évoluer vers la meilleure version de vous-même.
Ça me semble être une très, très belle conclusion. Donc, merci à toi. Et je me disais aussi, si vous nous avez écoutés jusqu'ici et que vous aurez envie qu'on aborde une autre thématique ou un angle encore plus précis de cette problématique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, on pourra avec grand plaisir organiser de prochaines sessions avec toi, Héloïse.